Bien, bienvenue à tous, merci de nous suivre pour cette deuxième présentation durant la Google Black Day, qui est effectivement la SEO pour les pauvres, qui est présentée donc par Mehdi Collin, qu'on connaît tous sous le pseudo de Mitsu, et par moi-même, Sébastien Moiti, vous me connaissez sous le pseudo d'ailleurs. Et de Moïse le Geek, non? C'est ça. Voilà. On a remis en haut, hein, justement, pour que vous ayez un peu de repère, de savoir qui est qui, etc. Ok. Le contexte, c'est quoi, Mitsu? Je pense que le contexte, c'est quoi? Tu te souviens, la dernière fois, on en parlait tous les deux, on se regardait tous les deux, on se disait, putain, on parlait de nos placements financiers en fait. Et on se disait, on est devenus super riches, etc. On parlait d'assurance vie, on parlait de gestion de compte PEA, de compte titre, etc., etc. Et on s'était dit, tiens, et si on faisait une conf justement sur les placements boursiers, etc. Je me trompe pas, hein, Mitsu, on est d'accord. À peu de choses près, ouais. Ah. Mais donc ouais, pour introduire un petit peu le truc, le SEO pour le pauvre, c'est venu comment? C'est que ça part du constat que en fait que le coût du SEO semble exploser. Donc en fait, c'est dû au fait que le métier finalement il est quand même jeune et il est toujours en évolution et du coup il se professionnalise. Donc on a de plus en plus d'outils et de logiciels d'analyse et autres. Et donc la seconde chose, c'est l'émergence du SaaS, donc Software as a Service, qui permet plein de choses super intéressantes, mais le problème c'est que tous les outils que vous avez en SaaS en général, du coup c'est un loyer mensuel, et du coup on peut vite arriver à payer des centaines d'euros en divers outils pour travailler sur un SEO. Et donc la question c'est le gars qui a un site passion, qui veut juste essayer de se lancer dans les sites de niche, mais qui a pas encore de revenus, comment il fait pour Démarrer from scratch un comment petit il peu. fait pour commencer sans avoir à investir énormément de thunes là-dedans, quoi. C'est un peu, c'est un Il y peu a le beaucoup constat de en fait membres qui qu'on cherchent s'est dit beaucoup tous les du deux. free. Souvent, ils demandent du free, du free. Mm. Il y a un vrai besoin, effectivement. Par moment, on est même face à un dilemme parce que tu t'as pas forcément connaissance du sujet. Et puis le mec il te dit voilà, moi je te fais gagner 1 million d'euros, mais tu m'en donnes 2 millions avant et tu vas voir, ça va être la magie pour toi quoi. Sauf que le mec il se rend pas compte qu'il prend un tous à 2 millions et qu'il va en gagner qu'un. Donc c'est un peu le truc, j'extrapole un petit peu Ouais, sur l'idée, mais il y a une histoire de rentabilité aussi, c'est clair. voilà. Euh, Quel est l'intérêt aussi d'acheter un tool, c'est quel est le niveau de ROI que tu peux avoir derrière aussi. C'est un peu l'idée de notre présentation Vous aujourd'hui. cherchez en fait pour l'efficience faire en termes court, la d'SEO. question, Vous cherchez l'efficience en quelque sorte. c'est ça, Peu de moyens pour un résultat élevé. exactement. Ça. On va passer sur la slide suivante. Hop. Euh, Une lueur d'espoir, Mitsu, hein, c'est un ouais. peu ça. Donc là, la Euh, question, c'est ouais, est-ce que vous, qui n'avez pas forcément beaucoup d'argent à investir, vous êtes capable de travailler correctement votre SEO et sans être trop pénalisé par rapport à votre concurrent. Donc on a essayé un peu de lister la différence, c'est que voilà, alors, le premier on point va faire faible, c'est plus le simple. faible budget. Je Ouais. pense que Mitsu, on va faire un peu plus simple. Beaucoup de gens savent que entre nous deux, moi, je suis plutôt dans un profil amateur, on va dire. Je suis pas du tout je boxe pas du tout dans la catégorie professionnelle, alors que toi, oui. Et justement, ce tableau-là, il est assez rigolo parce que vous avez à gauche, vous avez Yearl et à droite, vous avez Mitsu, quoi. Donc après, on se retrouve effectivement à être confronté. C'est caricatural, mais bon, C'est un petit peu ça, quoi. mais en gros dans l'idée, ouais. Donc en fait là, ce qu'on a essayé de mettre en avant là-dedans, c'est que certes, vous avez un faible budget, mais on va partir du postulat que du coup, vous avez peut-être plus de temps à investir parce que vous êtes sur un site passion et que enfin, vous êtes capable de plus vous prendre la tête, même si ça demande de passer pas mal de temps sur un truc. C'est-à-dire qu'on va pas tout de suite dire voilà, vous passez 1 heure, donc on convertit ça en euros. Il y a le côté flexibilité où là je mets à l'opposé, je mets la hiérarchie. Enfin, typiquement si vous travaillez chez l'annonceur, enfin, même si vous avez beaucoup de budget, il y a plein de trucs que vous pouvez pas faire parce que vous n'avez pas l'aval, parce que pour des histoires de communication externe, etc. Et donc ça c'est quand même un gros atout. Euh, donc ensuite polyvalence, c'est effectivement l'investissement personnel et le fait que
que vous allez être peut-être capable de toucher un petit peu à du PHP, de trouver des méthodes un peu sans avoir besoin de faire appel à une équipe de développeurs. Enfin, du coup, la R&D, c'est aussi un avantage chez le concurrent, mais c'est pour ça que j'ai pas mis de plus 1, moins 1. Mais encore une fois, je mets en avant la flexibilité. Et puis le dernier point, c'est créativité et prise de risque. C'est-à-dire que si vous êtes chez un annonceur qui est peut-être bien placé, tout, si je prends une comparaison, par exemple, c'est dans le jeu vidéo, vous avez les jeux un peu triple A et les jeux indépendants. Donc si je prends des Call of Duty et tout, c'est des jeux comment dire, qui ont énormément de budget et tout, mais du coup ils peuvent moins se permettre d'être créatifs parce qu'ils investissent beaucoup d'argent et que la rentabilité c'est un impératif, donc ils peuvent moins se permettre de tester des choses et tout. Et à côté de ça, vous allez avoir le jeu indépendant où vous allez avoir des gens qui testent des trucs comme Minecraft, et puis bon, sur un malentendu, ça peut faire un très bon tremplin. Et après, il y a forcément le concurrent. Parce que le concurrent, c'est quoi? C'est le professionnel, hein, finalement. C'est l'entreprise qui voilà qui se dit bah voilà, moi j'ai les moyens, j'ai l'argent, c'est bon, je peux acheter plein d'outils, je m'en fous du prix. Enfin, quand je dis je m'en fous du prix, j'extrapole aussi encore un petit peu. Hein. Mais derrière, quand il achète un outil, c'est qu'il a calculé son plan d'action, il sait ce qu'il doit investir pour avoir un retour sur investissement. Donc il a forcément des impératifs de productivité, de rendement, quoi. Et pour pouvoir avoir ces impératifs de productivité et de rendement, forcément il a forcément réalisé une hiérarchie dans sa stratégie. Derrière, il n'a pas forcément, ou il a forcément, alors ça dépend. Mitsu, je sais pas si tu as déjà rencontré ça, mais au niveau recherche et développement, quand tu es sur des grosses boîtes, effectivement, elles le font. Dans des petites, c'est pas forcément le cas. Mais ça, c'est effectivement pour ça on l'a noté avec 100 plus ou 100 moins à ce niveau-là. Et puis après, il y a aussi une autre façon de faire, c'est que quand tu es professionnel, tu as un client qui te dit bah forcément moi j'ai tel objectif à atteindre. Si tu fais pas attention à l'image de marque de ton client ou l'image de marque de ta boîte qui t'emploie, etc., tu as forcément une peur de la pénalité. Donc ta créativité, on va dire, en prend un petit coup aussi. Là, tu vas utiliser des choses qui existent effectivement à ce niveau-là. Je pense que c'est un peu ça C'est totalement l'idée ça. qu'on a. En fait, on a essayé de lister d'à côté le passionné, on va dire, celui qui va prendre le temps de faire ses tests, celui qui allait partir à la découverte, ce que j'appelle la classe verte hein, dans mon jargon personnel. Et puis après, on a le professionnel, lui qui va partir sur des valeurs sûres, des trucs qui sait que ça marche et il prend pas de risque sur ce niveau-là. Voilà. Je pense donc l'idée c'est de dire faut pas perdre espoir pour une simple histoire de budget. Voilà. On peut passer. C'est au slide suivant. Bien résumé. Et forcément, on a un petit plan d'action. Ouais. Alors, on va demander à Soxys d'arrêter de spammer hein, parce qu'on voit ces messages tout le temps. Merci. Sympa. Du coup, pour le plan, en fait, c'est simple. On a repris la Toxis, c'est Oryx. pyramide un petit peu que doit être connue d'à peu près de tout le monde. C'est Oryx, ça c'est pas. Ah oui, mais ils ont des pseudos qui se ressemblent trop aussi, c'est chiant. Ils ont le même logo d'ailleurs. Hein. Je sais pas qui a copié qui. Ça doit être un bot de Soxys en fait. Le plan d'action c'est quoi? On va faire, on l'a fait exprès hein, en fait de faire une pyramide. Hein. C'est la pyramide que tout le monde connaît en SEO, c'est-à-dire on commence par quoi? Par la recherche de mots-clés. Ouais. Donc le socle technique, ça va être la partie on crée le site, on réfléchit le maillage, etc. Bon, le contenu, c'est le contenu. Puis la popularité, ça va être tout ce qui est netlinking, etc. Et donc pour chaque étage de cette pyramide, on a essayé d'identifier quelques besoins, de voir un petit peu ce qui existe sur le marché en solutions. Donc les solutions connues sont souvent des solutions payantes, voir s'il existe des solutions gratuites. Et puis peut-être des trucs un peu des petites astuces ou des moyens de faire un peu autres qui permettent quand même de récupérer des données et de bosser quoi. Hop, on est parti pour les recherches de mots-clés. Comment trouver un bon mot-clé C'est vrai que quand on commence à la SEO, soit on a déjà un projet en cours, ou soit on a déjà
une petite attention derrière, mais comment on s'y prend, on sait pas trop quoi. Et effectivement, on voit très souvent, et je pense que sur Scriptation, on le voit assez souvent aussi, c'est quoi tes mots-clés? C'est toujours la première question qui se pose. Bah ouais, je pense que c'est fondamental effectivement. Je pense que même un mec qui fait pas trop de SEO et tout, mais qui, enfin, c'est vraiment la brique élémentaire. Si il a des bons mots-clés, qui gère un peu sur la compétition et tout, même s'il fait pas tout parfaitement derrière, normalement il devrait arriver quand même à quelques résultats. À l'inverse, tu choisis des mots-clés un peu pourris, même si tu blases, tu fais des trucs, tu pars sur des trucs super avancés derrière, ça marche pas. C'est pour ça que c'est une pyramide et que j'ai mis à la base de la pyramide, en l'occurrence. Enfin, et que c'est à la base de la pyramide, en général. Parce que la pyramide, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? donc pour faire court, pour trouver un bon mot-clé, ce qu'on a besoin, c'est de regarder déjà le volume de recherche, est-ce qu'il y a un marché, et ensuite de regarder la compétition, est-ce que moi avec mon petit site, je peux me positionner dessus, ou si c'est pour être à la 10e page, ça sert à rien. Et donc pour ça, on va dire les data élémentaires dont on a besoin, bon, c'est la première source d'inspiration, donc penser à de quoi on veut parler, et à partir de ces quelques idées, on peut étendre la liste avec Google Suggest. Et donc ça, il y a notamment ubersuggest.com qui permet de générer des suggestions automatiques à partir de certains mots-clés. Donc ensuite, pour récupérer les données, une fois qu'on a ces mots-clés, on a le volume de recherche. Enfin, on a AdWords qui nous permet de récupérer le volume de recherche de chaque mot-clé et qui d'ailleurs rajoute de nouvelles suggestions. Et ensuite, donc ce qu'on a mis en rouge, le nombre de résultats. Le nombre de résultats, c'est une première donnée qui va nous permettre de se faire une idée de est-ce qu'il y a une grosse compétition dessus ou pas. Donc s'il y a beaucoup de gens, s'il y a beaucoup de résultats, on part du principe que finalement la compétition elle doit être forte, même si c'est pas aussi simple que ça. Mais pour traiter en masse, c'est déjà un premier truc. Et donc c'est en rouge, pourquoi? Parce que autant sur AdWords, on peut mettre une grosse liste de mots-clés, on clique sur un bouton et puis on a un CSV avec notre liste de mots-clés et les volumes de recherche. Autant le nombre de résultats, enfin de base, faut chercher chaque mot-clé, puis regarder ce qui a écrit environ X résultats et récupérer le X. Et donc forcément, si on a 500 mots-clés, ça va être vite compliqué. Donc pour l'instant, c'est en rouge pour dire, voilà, c'est la partie un peu compliquée. Et ensuite, l'analyse de la première page de SERP, c'est pour faire écho au fait que le nombre de résultats, finalement, c'est bien pour traiter les mots-clés en volume, mais c'est pas réellement représentatif de la compétition. Et pour vraiment se rendre compte de si le mot-clé est dur, faut aller sur la SERP et puis il faut regarder un petit peu les résultats qui sortent. Est-ce que certains métriques vont nous permettre de dire si les pages qui sont mises en avant sont puissantes ou pas trop. Tiens, justement, ça me fait penser à un truc, j'ai oublié de te poser la question. Toi, quand tu fais l'analyse de la première page de SERP, tu t'arrêtes à combien de résultats sur cette première page? Tu t'arrêtes à 10, tu prends 20, 50, tu prends les m'arrête 100 à ce qu'il y premiers? a sur la première page. La deuxième Donc page. tu basiques, tu restes sur la première page sans paramètres en plus, quoi. Enfin, la deuxième page de Google, il y a une expression que j'aime bien, c'est le meilleur endroit pour enterrer un cadavre, quoi. Ouais, bon, c'est pas faux non Part de plus. ce principe-là. Ok. Euh, du coup, donc là, c'est pour expliquer grosso modo comment on s'y prend théoriquement. Je fais une petite autopromotion. J'ai publié un article à un moment sur Miss SEO Girl sur le blog d'Alexandra où je fais un article assez complet sur pourquoi c'est important de trouver un bon mot-clé et comment on fait, enfin avec un truc plus détaillé. Et donc maintenant, on va passer aux solutions. Voilà, globalement là, c'est la méthode gratuite, c'était celle-ci. On passe beaucoup de temps à chercher dans C'est la Suggest, théorie, Planner, quoi. voilà. Et puis bon. Et après, il y a des petits outils sympas. Donc en l'occurrence, Market Samurai. Personnellement, je l'utilise pas. Je pense que toi, tu l'utilises, mais tu. Ouais, moi j'ai pris. En fait, donc là on le présente parce qu'effectivement 150 $, c'est quand même c'est un coût. Et forcément on va présenter les trucs qui sont connus. Tu es obligé de présenter Market Samurai. Par contre, ce que j'aime bien là-dessus, enfin déjà je vais présenter un peu le logiciel. Donc lui il va vous faire un petit peu tout ce qui est décrit précédemment, c'est-à-dire que sur un mot-clé, il va vous sortir des listes, il va vous donner une idée de la compétition, le volume de recherche.
Et puis en rentrant dans un mot-clé, on peut avoir du détail, justement, la première page de SERP directement dans le logiciel, avec des métriques sympas du type Domain Authority de Moz ou le Trust Flow de Majestic. Donc qui sont, je pense que tout le monde connaît, mais qui sont des données pour évaluer la puissance en termes de page rank, on va dire, des pages. Et donc Market Samurai, c'est un outil complet qui permet vraiment de trouver les mots-clés sans sortir de son écosystème. Et ouais, ce qui est intéressant, c'est 150 $, mais on paye une fois. Ouais, c'est sympa ça, parce que d'habitude c'est plutôt des trucs à abonnement où tu payes 30 €, 40 €, 100 € par mois. Et ça, oui, on va effectivement, je vois voir. un commentaire, effectivement c'est lent parce que c'est pas un outil SaaS pour le coup, c'est un logiciel, donc derrière c'est la machine qui travaille. Donc forcément. En joli craquer c'est bien aussi, après chacun Voilà, fait ce qu'il veut. je suis passé au suivant, hein, Mitsu. Mitsu, je suis passé au suivant là. C'est au Euh, Il y a quand même Cockpit. oui, il y a des remarques, hein, comme quoi c'est Market Samurai est lent, Ouais. et certains disent qu'il n'est pas adapté au FR. Alors, je sais pas si tu peux répondre à quelque chose là-dessus, ou enfin qu'est-ce que tu en penses? Apparemment toi t'as pas Bah, de problème. je peux répondre hein, sur pas adapté au FR. Je pense que ceux qui me côtoient me disent que je suis toujours un fou quand je réponds ça. Et je dis FR ou pas FR, le contenu on s'en fout. Très clairement, on s'en branle, ça dépend, vous allez le foutre après. Voilà. Ça dépend, ça dépend de votre stratégie, ça dépend ce que vous allez en faire après. Je peux, Marché, tu peux avoir du contenu, et je sais pas si sur le forum vous avez fait gaffe, cette semaine j'ai fait une réponse sur une présentation d'un mec en Zoulou. Et j'ai monté tout un truc en Zoulou, et ça a pointé après sur du contenu français, et ça marche, ça rank. Donc on s'en fout un peu, ça, je veux dire, moi je prends la question. ça dépend ce que t'en fais après, quoi, c'est surtout ça. Mais je réponds que, enfin, moi j'arrive quand même à l'utiliser pour du FR. Après, effectivement, je préfère celui qu'on voit là, qui est SEO Cockpit. Par contre, voilà, c'est pas le même prix. Aujourd'hui, ouais, l'offre de base, c'est du 30 € par mois et on a le droit de faire que 10 recherches par jour. oui, ça Et c'est sinon, je sais plus c'est quoi les autres offres, mais ça monte ça doit être ça, 60 et 90, je crois. ça doit être un palier de 30 à chaque fois, je crois, de souvenir. Après, oui, il y a Longtail Pro qu'on présente pas, mais c'est un peu dans la même idée. Ouais. Et, Ok. Mais là pour le coup on n'est plus dans le SEO pour les pauvres. ouais, bah là on commence par présenter déjà les trucs un peu connus. Voilà, Avant de présenter les alternatives. si on reprend un peu l'idée de base, hein, on vous montre d'abord les outils qui existent payants, plus ou moins avec un tarif plus ou moins élevé, et après on va vous montrer un truc très sympa, qui est entièrement gratuit et qui prend absolument pas beaucoup de temps. Donc là c'est vrai, ça fait un peu revue de style, voilà, on est assis au cockpit, bon après il y a un comparatif, voilà, forcément, un constat de ce qu'on peut voir. Je veux bien qu'on s'arrête là-dessus. Donc en fait là je fais un petit comparatif entre logiciel SaaS et logiciel classique. C'est grosso modo plein d'avantages au SaaS, c'est-à-dire que typiquement si par exemple je prends un outil de suivi de position ou n'importe quoi, si vous commencez à suivre pas mal de mots-clés, à suivre pas mal de mots-clés, bah, va falloir gérer des cookies. Enfin, quand c'est en SaaS, tous ces problèmes-là c'est déporté. C'est accessible de n'importe quel device, etc. C'est souvent plus rapide aussi, comme effectivement Market Samurai pour le coup c'est pas toujours top. Le logiciel classique, forcément il y a tous ces problèmes-là, mais par contre le gros avantage c'est le tarif. Et moi je me dis, quand on commence, vaut mieux se prendre un peu plus la tête, prendre un peu de temps, se prendre un peu plus la tête, et l'important c'est vraiment de récupérer la donnée, quoi. Et puis le jour où tu as une rentabilité, tu as un truc, là ok tu peux te dire tiens SEO Cockpit j'aimerais bien m'y mettre. SEO Cockpit moi j'aime bien, hein, mais voilà. Quand on lance un site passion, tout de suite 30 boules par mois ça fait chier, quoi. 30 bouts par mois, oui, ça, personnellement, moi qui fais beaucoup de sites passion, je suis pas prêt à mettre 30 € par mois, hein. Ça, je pense que tout le monde le sait aussi, enfin ceux qui me côtoient en tout cas le savent. Qu'est-ce qu'on fait, Mitsu? On peut passer au slide suivant? Ouais, tu peux passer. Ah super. Ah, ça c'est justement ce que je peux peut-être parler un petit peu de ça, tu compléteras pour le coup. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est les bonnes recettes de grand-mère, les bonnes choses faites à la main.
comment dire, quand je reprends quand je reprends ce que disait Mitsu précédemment, voilà, il y a des tools qui te permettent de faire tes recherches de mots-clés, mais tu peux te faire tout ça à la main. Tu peux faire tes listings depuis Ubersuggest pour t'aider, justement. Ça peut être une bonne chose. Tiens, juste une petite remarque. Est-ce qu'on peut éviter le logiciel craqué depuis tout à l'heure parce que c'est un truc qui me gave. Désolé. Merci. Et juste une petite parenthèse là-dessus, avant de continuer sur la technique, c'est que en dehors du fait que ce soit que ces recettes de remarques que tu dis soient moins chères, enfin, je pense que pour vraiment apprécier un outil type SEO Cockpit et tout, et enfin, quand je veux dire quand on est débutant et qu'on va apprendre, c'est bien de se galérer à faire les trucs à la main et tout, et après tu sais pourquoi tu payes, quoi. Tu sais, je vais te dire un truc qui est tout con, hein. Sinon tu vas te noyer dans plein de données si tu Voilà. t'achètes Quand, le quand, truc sans trop quand, connaître, quand, ça... quand tu... Il y a un truc que j'ai appris, enfin, je vais faire le petit vieux, hein. Quand j'ai été étudiant, pour financer mes études, je bossais dans le bâtiment. Et la première chose que que mon patron à l'époque me disait, il dit, pour devenir un bon ouvrier, tu dois commencer à apprendre par balayer. Donc là, dans la SEO, pour moi, faire la recherche de mots-clés à la main, bah, c'est comme tu es dans le bâtiment, tu dois apprendre les bases, les fondamentales avant d'aller utiliser des outils. Et aller utiliser des outils que tu vas payer 100, 150 euros par mois, c'est aller te perdre dans des multitudes d'informations que tu vas pas forcément capter. Et puis au final, tu vas te retrouver engagé dans des trucs à la con. Et puis te dire, mais comment je vais faire pour m'en sortir avec tout ça? Et tu vas aller faire appel après éventuellement à de la prestation qui va encore te surfacturer derrière. Enfin, après, tu enclenches la machine infernale. Et je pense que les fondamentaux, c'est bien de les avoir avant d'aller utiliser des outils. Ouais, clairement. Après, c'est pas compliqué non plus de faire des recherches de mots-clés avec ce qu'on énonçait tout à l'heure. Dans AdWords, tu fais ta recherche de mots-clés, tu fais ton exportation en format CSV. Ensuite, tu peux aller regarder dans Google Search mot-clé par mot-clé le volume de recherche. Je vais être tout con, mais si je vais aller choper moi manga en mots-clés, ici, tu as forcément déjà une première information, tu sais que tu as 37 900 000 résultats sur ton mot-clé, quoi. Donc tu sais déjà que tu n'es pas seul au monde. Ça c'est déjà un premier indice. Après, je sais pas moi, tu peux compléter avec Showman derrière, peut-être en avoir un petit peu moins. Voilà, alors on commence à tomber sur un volume de 630 000 Avec Showman. résultats. Donc voilà quoi. C'est pas compliqué de faire ça. Voilà, ça m'a pris 2 secondes de faire ça pour déjà avoir déjà une première information. Dans AdWords, c'est pareil, on va peut-être aller prendre 30 à 45 minutes pour aller le faire. Voilà, on a déjà fait ça. Ensuite, Dans AdWords, ça va vite, ouais. dans AdWords, ça va vite, mais voilà, le temps d'aller cliquer, de faire des groupes, etc. Euh, voilà, ça te prend un petit peu de temps, mais je pense que ce temps-là, quand tu débutes, il faut le prendre. Sur le chat, pour toi, un bon mot-clé ne doit pas excéder combien de volume de recherche? En fait, je me pose pas la question en ces termes-là. Si tu veux, si je suis sur un mot-clé, je vais même pas regarder le nombre de résultats, je vais regarder la première page de ça. Mais en fait, on va y venir tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment important pour déjà filtrer enfin, si tu veux, tu as 1000 mots-clés, ça te permet de filtrer avec un indicateur, donc on va y venir, d'intérêt. Et puis ensuite, sur les mots-clés qui te restent, aux mots-clés, je vais pas me dire, lui, il y a trop de résultats, je vais vraiment regarder la première page de SERP. Parce que des fois, il y a beaucoup de résultats. Par exemple, si tu prends un mot-clé qui peut être à la fois un genre de mot mort, ou au final, qui est employé un peu partout, mais au final, des gens qui se positionnent vraiment dessus, il y en a peu. D'ailleurs, il y a un truc que j'aime bien faire aussi, que certains font, c'est la commande all-in title, pour vraiment avoir le résultat des gens qui cherchent clairement à se positionner sur le mot-clé. Voilà. Pour la petite parenthèse. Mais du coup, on va voir ça. Alors, du coup, on en était où? Justement, j'allais te laisser la main sur les recherches V, tu vois, justement, D'accord. les tableurs. Donc, pour la technique, on liste nos mots-clés, on a le volume de recherche par AdWords,
Derrière, export du nombre de résultats. Donc, Ah, tiens, je vais te couper, ouais. je vais te couper là aussi dessus. Là, quand on fait une recherche de mots-clés, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aussi. Faut savoir que même si on est dans une pensée purement amateur, on cherche toujours éventuellement à se mettre à mettre du beurre dans les épinards, on va dire. C'est que en général, qu'on soit professionnel ou amateur et qu'on commence à faire des recherches de mots-clés, se positionner sur quelque chose, c'est qu'on forcément on va avoir un ROI derrière. Et quand tu fais ta recherche de mots-clés, c'est en général, tu te dis, est-ce que mon idée sur ce mot-clé-là est rentable? Et la recherche dans AdWords, c'est aussi un peu l'orientation de ce qu'on veut faire. On va aller, enfin, moi personnellement, c'est ce que je fais. Je sais pas si c'est ce que tu fais toi, Mitch, mais Tu parles de CPC, ce genre de choses. ouais, les CPC, etc. Ouais, Ouais. moi, je fais attention Oui, à après, ça. la partie monétisation que là, effectivement, on n'aborde pas, mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'on n'a pas abordé, mais c'est vrai que quand on fait cette recherche de mots-clés, il y a aussi cette philosophie-là qui rentre en compte, tout du moins pour moi, hein. Ok. Donc du coup, là on va partir du principe qu'on recherche un à un, qu'on récupère le nombre de résultats. Derrière, on prend un truc genre Excel, et même si vous voulez pas payer une licence Excel, vous avez Google Spreadsheet qui fait ça très bien. Vous faites une recherche verticale en prenant... Donc vous avez votre tableau en fait avec la liste de mots-clés, le nombre de volume de recherche, et votre liste de mots-clés avec le nombre de résultats. Vous faites une recherche V, vous avez donc un tableau avec pour chaque mot-clé volume de recherche et nombre de résultats. Et à partir de là, vous calculez KUI, donc c'est Keyword Effectiveness Index, c'est une note d'intérêt qui permet de faire donc des premiers filtres. Et puis une fois que vous avez sélectionné un petit échantillon de mots-clés qui vous paraît intéressant, là vous regardez un par un, est-ce que vraiment ça vaut le coup, est-ce que sur la CEF, les sites qui ressortent démontrent effectivement que la compétition est intéressante, est-ce que aussi, bêtement, vous n'avez pas un gros bandeau Google Shopping, derrière du Google Images, des vidéos YouTube qui fait que la visibilité descend aussi, ce genre de choses. Donc là, ok, ouais, tu peux... Tu peux en dire un peu plus sur le KUI? Donc ça vient à la slide suivante, c'est pour ça. Non, c'est dans les slides suivantes. C'est la slide d'après en fait. Ok. Mais je vais revenir dessus, t'inquiète. Du coup, pour l'automatisation, donc pour récupérer les résultats de recherche, il y a un truc très simple qui peut se faire avec Google Spreadsheet. Vous avez une fonction import XML. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une colonne où vous allez mettre votre liste de mots-clés. À partir de cette liste de mots-clés, vous pouvez déduire l'URL de la SERP. Donc c'est toujours search égale SEO, donc .fr si vous voulez positionner sur .fr, etc. Et puis ensuite, si vous pouvez récupérer le XPath de l'endroit où il y a écrit le nombre de résultats. Donc ça, à la limite, Sébastien, tu peux montrer rapidement. T'es sur Chrome? Ouais, mais bon, tu sais, moi, je sais pas, c'est pas moi, c'est Vas-y, pas mon... balance D'un une point de vue recherche. technique, moi, tu veux que je fasse quoi? Tu balances une recherche, n'importe quoi. Je sais pas, moi, tiens, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Hop. Ouais, donc, Ah, tu parles de ça, oui. Tu peux aller choper, donc tu vas tu fais choper. clic droit, inspecter l'élément dessus. Attends, Donc là, c'est histoire de vous montrer comment récupérer facilement le XPath, ceux qui ne connaissent pas. Donc le XPath, en fait, c'est dans votre fichier HTML l'adresse, en quelque sorte, de ce que vous voulez récupérer. Donc là, si tu fais clic droit, tac, ici, ouais, tu peux faire copier le XPath, et donc tu as le Voilà. XPath. On a une petite personne qui nous, une personne qui Alors nous juste si je peux rappeler pose une petite que question, Ouais. qui nous demande ceux qui ont suivi le... combien de keywords dans le Google Spreadsheet avant que ça bloque. C'est une bonne question, je ne l'ai pas poussé à bout. Ok. Voilà. Il y a, en fait, c'est Rasbitume, donc Madeleine, qui aurait pu répondre à cette question, puisqu'elle avait présenté une conf justement sur... C'est ce que j'allais dire, ça. hein. Ouais. Pour ceux qui ont assisté à la première, au premier Google Black Day. Donc, et puis il y a les vidéos qui sont sur YouTube, donc vous pouvez toujours revoir sa vidéo, et il me semble qu'elle répond bien à cette question. Ouais, effectivement, il y a Madeleine et Cédric aussi qui sont très calés sur Spreadsheet et Excel, et qui les ont vraiment poussés à bout, je crois. Cédric, c'est Sid, le pseudo, donc vous le connaissez peut-être par Sid. Sid sur le forum. Et cédricguérin.fr, un truc comme ça, je crois, sur son blog. Exactement. Mais donc voilà. Demande le lien de la vidéo, Effectivement, pour en savoir vous tapez plus, Black. Ah, pardon. Ceux qui demandent le lien de la vidéo, vous tapez Black Labo dans YouTube et vous verrez. Google Black Day aussi. Ok. Voilà. Il y a pas...
Donc Ou juste pour dire qu'avec... sinon tu t'inscris au forum, sur le forum et tu passes level 1 et tu as Ouais, ça forcément c'est mieux. accès à toutes les vidéos. Aussi. Archives, au PDF, à tout un peu ensemble. Du coup, c'est pour Voilà. dire qu'en gros, donc il y a moyen de récupérer facilement le nombre de résultats sans se taper le truc à la main. Après, donc, mais pour la question de la limite, si jamais vous êtes vraiment à un moment où vous êtes confronté à ce problème, bah, l'autre solution, c'est de faire d'utiliser du PHP ou enfin n'importe quel autre langage en fait, de faire du curl. Je pense que je peux passer au truc suivant. Désolé. Donc, ok, une fois que vous avez tout, donc c'est ce que je disais. Je t'ai coupé, mais effectivement, tu peux curler hein, sur tes recherches. Ouais, ça demande un peu de connaissances en PHP. Mais d'ailleurs, une petite parenthèse là-dessus, je pense surtout quand on débute et qu'on n'a pas trop d'argent à investir, c'est super intéressant d'apprendre un langage de programmation qui permet de faire du curl, des choses comme ça. Ça peut vraiment débloquer pas mal de situations et il n'y a pas besoin d'être, il n'y a pas besoin du niveau d'un ingénieur pour jouer un peu avec curl, quoi. Ah, voilà pour la petite parenthèse. Donc ensuite, ce que je disais, recherche verticale, donc là vous avez tout ce qu'il faut, le volume de recherche et le nombre de résultats. Et donc pour calculer une note d'intérêt, en fait, il y a le keyword effectiveness index qui est, je sais pas Tiens, qui l'a introduit. je reviens sur une remarque de Soxis Ouais. qui disait que développer son tools c'était facile et gratuit. Je dirais facile, oui parce que tu en as la motivation, gratuit non parce que ça te prend du temps. Voilà. Et forcément Ouais. du temps c'est aussi Ouais. de l'argent et ça dépend presque ce que tu veux faire. C'est ça. Mais après là on part du postulat que le mec là on a affaire à des gens qui sont prêts à investir du temps mais moins de l'argent. Tu vois. Donc Voilà, oui, mais je suis d'accord. ça remarque. Donc, voilà. Donc je disais, la note d'intérêt, alors je n'ai pas pensé à mettre, je sais plus qui a introduit ce concept, donc je sais pas si quelqu'un sait, mais concrètement c'est une formule qui permet de pondérer le volume de recherche et le nombre de résultats pour pour donner une note d'intérêt. Plus le chiffre que vous avez est gros, plus le mot-clé en théorie est intéressant. Donc, C'est un peu comme on dit, tu sais, enfin, je sais pas s'il est, enfin voilà, moi qui suis petit, quand on voit quelqu'un, on dit chalut biloute quoi. Et là c'est pareil. Plus ta biloute est grosse et mieux c'est quoi. c'est une façon de voir les choses aussi. Voilà. Et à partir de ça, vous pouvez faire un premier filtre et puis isoler une dizaine de mots-clés qui vous paraissent intéressants. Et donc la prochaine étape, l'analyse de la SERP. Donc là, on est plus fin, on regarde vraiment chaque mot-clé, ce qu'il y a dans le ventre, quoi. Non mais ce qui est énorme, c'est que j'ai dit un truc rigolo, mais c'est que les gens là, ils vont tous faire du KUI dans 5 minutes et ils vont dire putain ma KUI elle est grosse, ils vont penser à leur biloute, ils ont entendu la faute, tu vois. Sur tout ça. Après la prochaine étape, c'est l'analyse de la SERP, bah, Ouais. effectivement. Ouais. Faut forcément y passer. Alors, après, je vais passer le slide. Hein. L'analyse de la SERP, il y a différents tools. Je pense que tout le monde connaît Magic Six avec son Trust Flow, Citation Flow. Il y a quoi? Il y avait aussi comment c'est qui fait déjà le PADA là je sais plus qui c'est. Moz. Moz, voilà. On a Href aussi. Enfin, il y a plein de tools qui existent. Ce sont des solutions qui sont payantes. Toutefois, il y a une chose à savoir pour Majestic, c'est ça, Ninja Leaker l'a le présenté la dernière fois dans la présentation de la première Google Black Day. Il y a une petite extension, c'est celle-ci, ça c'est gratuit, ça vous donne toutes les informations de base quand ça veut marcher, parce qu'en ce moment ça plantouille. Voilà, et ça vous donne le petit graphique. Parce que moi, des fois, Ouais, ça fait une semaine que c'est comme ça. Je pense que ils ont fait une mise à jour, je sais pas quoi. Et donc là, ce truc-là, on peut utiliser cette extension-là de Magic 6, on peut l'utiliser à volonté, on n'a aucune limite. Alors que si on passe par Magic 6, on est limité à 3 recherches par jour, je crois, un truc comme ça, sans être abonné. Un compte, on a 15 voilà, ça et c'était la suite de Ninja Linker, je le redis ici. Voilà. Et ça vous donne déjà les premières informations quand vous allez regarder un peu ce qui se passe chez les copains. Voilà. Ça c'est gratuit. Ça vous évite de payer les. Je crois que l'abonnement est à $70, un truc comme ça par mois, un truc comme ça. Ouais, ça va tout ça
reparle tout à l'heure après dans la popularité. Mhm. Mais après, ce qui est sympa, donc c'est SEO Quake et Mozbar qui va vous donner Mozbar, donc les infos Moz, à savoir les nombres de liens, clics référents, puis le page authority et domain authority. Et ce qui est sympa, c'est que ça se met vraiment sur la SERP directement en dessous du résultat, donc ça vous permet de comparer en live. Alors D'ailleurs, que je crois que sur j'ai Majestic, il faut cliquer, crois il que faut je aller l'ai à la là. page, donc c'est un peu plus chiant. Mais c'est bien à faire aussi. Non, je l'ai viré, j'ai plus l'extension, je l'ai viré. Je l'avais à un moment là, j'aurais montré, mais je l'avais à Voilà, un de toute moment façon, là. il y a, enfin, de toute La façon, CO quoi que je l'avais. enfin, Voilà. la SEO Quake, elle est à la droite, j'avais pas mal d'infos aussi. Moi, c'est vrai que je suis Quoi plus c'est au du quoi que type à c'est regarder juste sur Majestic, juste avec la Mosbar, parce que, pardon, je disais c'est au quoi que je pense. c'est plus les données de Majestic. Non, de SEMrush, pardon. C'est plus les données de SEMrush, Ouais, en quelque sorte. ouais, je suis moins. Plus des données basiques comme le PageRank et le nombre de pages d'accès. Ouais, Enfin bon, ouais, ils puis utilisent Ouais, il y a plusieurs trucs, plusieurs hein. Il y a aussi indicateurs, hein. l'Alexa Ouais, il y a Rank. pas mal de trucs. Après, tu vois, ça peut rentrer dans un long débat, hein. Chacun ses tendances. Il y en a qui sont plus ou moins gays avec Majestic, Href, Moz, etc. Voilà. mais après, en tout cas, l'idée, c'est de se dire, de toute façon, là, vous avez sélectionné un petit échantillon, donc ça vaut le coup d'y passer du temps avant de derrière de débrouiller du contenu, etc. Après, c'est vrai que Mitsu et moi, je pense qu'on est très enfin, on est à fond Majestic. Après, il y en a qui sont plus Mm. dans Href. D'ailleurs, à Href, je pourrais une petite anecdote. Ils ont fait des sacrées mises à jour dernièrement. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont vraiment sympas. Et personnellement, je me pose la question de repartir vers Href en ce moment. Bon, ça c'est ma tendance perso, c'est mon avis Essayer de perso. rivaliser, ouais. Voilà. Ouais. Bon. Et c'est vrai que sur Majestic, alors en fait, quand tu regardes aussi un truc qui est important pour moi, c'est je regarde aussi les ratios du TF par CF que tu exprimes en pourcent. Et quand tu tombes sur un profil à 100%, ça veut dire que tu as un TFCF qui est équivalent. Quand tu as un profil qui est avec un pourcentage inférieur, pour moi c'est du spam. Et quand tu as un Ouais, profil qui est avec un TF supérieur à faut quand même 100%, nuancer un Ouais, peu, ouais, parce que, t'es un peu binaire, ouais. mais c'est mon côté gros bourrin aussi. Hein. parce que si toutes les pages qui n'ont pas un minimum de 100% de profil sont du spam, il y a quand même pas mal de spam. Il faut savoir nuancer, c'est vrai. Voilà. Et puis ces données sont fiables à partir d'un certain nombre de domaines référents aussi. Ouais. Voilà, Ah ouais. c'est ça. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Et je vais dire peut-être une connerie. Hein. C'est pas mal. Je vais peut-être dire juste une connerie, mais dans la recherche de mots-clés, une métrique n'est pas suffisante. On est obligé de jouer sur plusieurs métriques pour pouvoir se donner une idée. Si on se basait uniquement, par exemple, que sur le KPI, ce serait pas suffisant. Si on se limitait que sur le volume de recherche, ce ne serait pas suffisant. Si on se limitait que sur un PADA, un CFTF, ce serait pas suffisant. On est obligé d'avoir Après, l'ensemble je fais des quand même une informations. parenthèse où moi je suis assez, bon après c'est moi, mais je suis assez dans le délire de pas trop se noyer non plus entre tous les métriques qui existent, parce que sinon tu prends toutes les décisions, quoi. Donc, faut Alors savoir. justement, un truc Ouais. qui est complètement gratuit, quelle dimension est-ce que vous lui donnez dans votre recherche de mots-clés? Le brainstorming. Bah, le, Est-ce bra- que ouais, bah, le brainstorming, c'était juste évoqué dans le sens source d'inspiration. C'est la réflexion en amont, quoi. C'est bien de ça qu'on parle. C'est bien ça Drôle c'est bien aussi. ça ouais, qu'on est-ce parle. que est-ce que vous pouvez taper dans des mots-clés, même s'ils ressortent pas forcément sur les outils d'analyse, ou pas du tout? Ouais, après ouais, on peut rentrer dans des cas particuliers, mais effectivement, enfin, il y a des mots-clés qui ont Faut à prendre en compte lecture la humaine sémantique. La seulement, sémantique. qui peuvent avoir de la valeur que si on la regarde à lecture humaine, parce qu'il y a une intention d'achat, ou parce que derrière ça peut évoquer une intention qui fait que même si le volume de recherche typiquement est très faible, si tu es sûr que derrière c'est des mecs super qualifiés. Alors, évidemment, il y a toute cette dimension-là sur laquelle effectivement ça tarde pas ici. Hein. Ok, d'accord. Parce que c'est le suivant. Ouais. Donc ça c'est une solution. Alors voilà, là, il y a une version d'essai qui est gratuite de Traffic Trevis que Mitsu m'a fait découvrir il y a assez peu de temps, qui justement voilà on vous montrait de la solution pour faire vos recherches
à la mano, et cet outil-là justement va faire votre recherche V, etc. De façon automatisée, quoi. Je peux éventuellement dire une chose qui est assez sympa, c'est que l'outil, peut-être en anglais, va peut-être vous demander de vous connecter sur votre compte Google en version anglaise, mais travaille sur le français. C'est qu'après vous allez spécifier la langue et après vous allez dire voilà je veux travailler sur tel mot-clé, etc., etc. Vous pouvez mettre plein de filtres derrière. Et en version gratuite, il est déjà assez performant. C'est clair. Après, oui, effectivement, dans les résultats, il va vraiment se baser volume de recherche, en gros, résultats et KEI, et donc c'est pas non plus SEO Cockpit gratuit, mais ça fait gagner pas mal de temps quoi quand on n'est pas prêt à investir là-dessus. Pourquoi utiliser ça plutôt que Google AdWords? Parce que Google AdWords ne donne pas les résultats le nombre de résultats de recherche. Donc ça évite de t'emmerder justement avec Google Spreadsheet, etc. Tu as tout de suite ton fichier avec tout. Voilà. C'est-à-dire que une fois que tu as appris à balayer, tu peux commencer à automatiser, tu vois, c'est un peu le truc. Bon, c'est un peu l'idée qu'on avait. Qu'est-ce qu'on a mis sur le slide suivant? Je me souviens plus dessus. Tu fais suivant et puis ça va être la suite. Ah oui, Fiverr. Alors ça va être un peu le message subliminal de la journée. Hein. Sur un truc encore plus con, là on a commencé sur une solution qui était pas coûteuse. Après une solution qui est très très peu coûteuse mais en one shoot. C'est vous pouvez leur demander à un Gugus sur Fiverr pour 5 modiques dollars de vous faire une analyse de keywords. Et en plus, ils peuvent même pour certains vous rajouter la compétitivité, etc. Donc bon, c'est quand je disais tout à l'heure, hein, c'est soit vous faites chier à prendre le truc et vous le faites par vous-même, ou soit vous n'avez pas le temps et vous sous-traitez. Et là, je rejoins, je vais le citer, peut-être que ça le fera rigoler, mais Corléon, c'en est un exemple, tu vois. Il dit, j'ai pas forcément la capacité de faire telle ou telle chose, pourquoi je vais me faire chier avec ça, donc je vais sous-traiter. Voilà, pour le coup, si vous n'avez pas envie de vous faire chier sur la recherche de mots-clés, vous avez l'idée, hein, bien sûr, au fond. Vous faites une sous-traitance, à 5 dollars c'est gratuit, on va dire. Et voilà, quoi. Après, ça vous quand même de prendre la décision au bout d'un moment. Après, effectivement, petite parenthèse par rapport justement à ce que disait Walid sur le fait du brainstorming et tout. Donc Fiverr, c'est un mec qui le fait pour vous. Là, en l'occurrence, c'est ça. Moi, c'est un truc que je n'ai pas testé, hein, donc je ne saurais pas dire. La recherche de mots-clés, j'aime bien faire moi-même, mais on voulait montrer qu'il y a ça qui existe quand même. Ça peut servir. Et après, sur un malentendu, peut-être au bout d'un moment, on peut trouver sur quelqu'un qui est vraiment bon et que si on le coache bien sur ses intentions et tout, on peut... Donc à tester. Mais c'est une solution. Personnellement, je l'ai pas testé non plus, mais c'est vrai que on s'était dit, et c'est vrai que Midi et moi on passe beaucoup de temps sur Fiverr aussi, et on voit que ça devient assez redondant depuis un certain temps sur cette plateforme. Et s'il y a des gens qui font ce type d'offre, c'est qu'il y a des gens qui consomment, quoi, forcément. À tester. Peut-être que ce sera l'occasion de faire un billet commun mis dessus sur nos sites, sur un résultat de test, où on verra. On fera un retour là-dessus. Et du coup, Ali, tu voulais dire un truc? J'ai juste souligné le fait que vous le proposiez non pas comme une solution viable, mais comme une piste à explorer. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Une alternative à tout ce qu'on a pu voir précédemment. Surtout ça. Ouais, ça existe. Ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite d'exister, donc ça a le mérite d'être testé, je pense. C'est voir ensuite, un peu, avoir un avis là-dessus. Une fois qu'on a nos mots-clés, c'est bien de les suivre. Ah oui, la recherche de mots-clés. Et ça, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre, hein, la recherche de mots-clés. Et à ce titre, première solution qu'on peut éventuellement retrouver, c'est un site, et ça c'est à 40 dollars par an, c'est ça, hein, Mitsu, à peu près. C'est pas bien cher, mais derrière tu suis 30 mots-clés seulement. Voilà, pour 40 dollars. Bon. Il y a Mathias qui disait un truc intéressant, ce qu'il redoutait avec le... Pardon, hein, c'était sur la slide, la dernière slide. Ce qu'il redoutait avec le système Fiverr, c'est que effectivement tu dévoiles quelque part ta théma, que tu n'as pas forcément envie de montrer. Donc bon, sur du FR, si tu vas voir quelqu'un qui est anglophone pour le faire, je pense que ça pose pas trop de soucis, il va peut-être pas s'y intéresser. Mais bon, c'est à souligner aussi, quoi. Il faut peser le pour et le contre. Moi, je vais te dire quelque chose.
Pour moi, hein, quand tu travailles dans le monde de la SEO, c'est complètement débile de partir du fait de dire je révèle mon mot-clé et le mec il va me bouffer mon mot-clé. C'est totalement débile. Je t'explique pourquoi. C'est un esprit entièrement français. En France, on n'aime pas montrer ce qu'on fait. En deux, quand tu travailles sur un mot-clé, le mec il sait pas forcément ce que toi tu prévois de faire derrière. Donc révéler ton mot-clé, moi je vais te dire, je peux te révéler un de mes mots-clés, c'est Pokémon. Voilà. Qu'est-ce que ça t'avance que tu saches que je travaille sur Pokémon? Qu'est-ce que je fais sur Pokémon? Tu le sais pas. Donc au final, tu dis voilà, fais-moi de recherche sur Pokémon, mais le mec, il y a plein de recherches sur Pokémon, mais voilà, il va te faire l'analyse et toi, sur le retour d'analyse, tu vas savoir ce que toi précisément tu cherches. On peut te la choper, quoi. Ouais, après si c'est une niche, un truc très 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 spécifique que tu préfères, qui est pas très connu, t'as intérêt à rester plus ou moins seul, même si on n'est jamais seul. C'est pas complètement déconnant de vouloir préserver ça. Alors effectivement, sur par exemple le Pokémon, il n'y a pas de souci. Mais il y a peut-être des cas où c'est un peu plus délicat. Ouais. Mais pour rebondir là-dessus, donc ça c'est un peu le problème de, on va dire, la sous-traitance en général. C'est que derrière, on peut très bien imaginer une relation de confiance qui se construit au fur et à mesure, quoi. Alors, tu travailles avec des mecs, tu leur fais faire des trucs ou voilà, tu dévoiles rien d'intéressant, puis Progressivement. par la suite, tu peux. Bah, après voilà, c'est mon point de vue. Hein. On le partage pas. Hein. Mais moi, je dis clairement, moi, une recherche de mots clés, c'est pas ça qui va, à mon sens, hein, faire euh, de voir quelqu'un débarquer sur la théma ou je sais pas quoi. Faut savoir ce que toi tu veux vendre derrière. Si toi tu veux vendre, je sais pas moi, du jeu vidéo Pokémon, bon, forcément t'es pas le premier à faire du jeu vidéo sur Pokémon, quoi, tu vois. Maintenant, si tu veux éventuellement faire un système de troc, etc., là, ça commence peut-être à devenir un peu plus intéressant, tu vois. Il y a peut-être un peu moins de monde. Faire un fan site sur du Pokémon, ça fait 10 ans, 21 ans, pardon, que Pokémon existe. Je pense qu'en 21 ans, cette partie-là a été comblée, quoi. Donc, bon. Ah non, on parle de mots-clés précis, on parle pas de thématiques, effectivement, hein, faire un site sur ceci ou cela. Mais, bon, je pense qu'on va, on va continuer. Bon, là, on extrapole un petit peu, mais bon, je pense que pour moi, dans un esprit purement SEO, je pense qu'il faut avoir plutôt une approche anglo-saxonne. Se dévoiler sans réellement trop se dévoiler, ou voire dévoiler ce que toi tu sais déjà faire. Puis en général, quand tu dévoiles quelque chose, c'est que tu as déjà 10 trucs d'avance par rapport à l'autre, quoi. Donc après, tu vas me dire sur une recherche de mots-clés, t'as pas forcément de l'avance dessus parce que tu te poses des questions. Mais du moment où tu t'es déjà commencé à te poser des questions sur un mot-clé, c'est que peut-être que tu as déjà fait une petite analyse rapide, tu as peut-être dû voir quelque chose. Et quand tu vas aller faire ta demande sur Fiverr, par exemple, tu vas donner une petite précision en restant un petit peu flou. Et le mec, il va aller chercher pour toi, mais il va pas forcément savoir ce que toi tu as derrière la tête, quoi. C'est surtout ça ce que je veux dire. Après, si tu n'as pas envie de passer par Fiverr, tu peux passer par une prestation un peu plus exhaustive, mais comme disait Bitsu, avec quelqu'un avec qui tu es en confiance, quoi. Voilà. Ouais. Non, mais c'est tout à fait vrai. C'était bien aussi quand même sa de vision nuancer. Ouais, c'est ça, chacun. C'était bien de nuancer un peu, de voir qu'il n'y a pas, voilà, ça peut être safe. Il y a peut-être des cas où c'est un peu plus délicat. C'était juste pour nuancer. C'est pas mal, tu vois, d'avoir plusieurs éléments de réflexion pour savoir ce qu'il faut faire, quoi. Ou ne pas faire. C'est clair. Alors pour reprendre le suivi de mots-clés, du coup Ranks, solution un peu historique, j'ai envie de dire, 40$ par an pour 30 mots-clés. Moi je trouve ça cher. Mais... Du coup on va passer à un suivant, on montre 2-3 solutions qui existent. Ouais, voilà. Bon, après il y a Rank Tracker. Rank Tracker qui est intéressant, c'est une solution en soi payante aussi, mais qui permet de suivre un mot-clé gratuitement. C'est pas mal, si vous lancez un premier site et que vous n'avez pas plus de 20 mots-clés, c'est gratuit, il fait tout. Enfin, vous avez des beaux graphiques, vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, ça fait des jolis graphiques. Ça fait même des mails. Attends, je vais avoir un truc pour Rank Tracker. Ouais, il y a moyen de se faire des alertes. C'est tout l'intérêt de ce genre de solution. Et pour le coup, c'est vrai qu'en dessous de 20 mots-clés, autant en profiter, hein. C'est gratuit, donc. Ouais, voilà, ça vous balance des conneries comme ça. Alors c'est pas ça. Parce que j'ai des exemples. Non, j'en ai pas, a priori j'en ai pas. Ouais, de toute façon, il se fait des reporting automatisés, des trucs comme ça, quoi.
Ah, les Heavy Report, hop. Ouais, ça vous fait des conneries comme ça, quoi. Voilà. Ça, c'est du test. Ça vous fait des graphes comme ça, c'est pas. Ça, c'est pas bon pour le moral, un report qui vient tous les jours te dire que t'es toujours pas placé nulle part. Ouais, c'est ça. Mais moi, je vis ça depuis une année. Hein. Alors justement, en parlant de ça, en plus, je veux dire il y a un truc qui est très rigolo, c'est justement où je travaille sur. Ça, c'est un test que je mène sur le forum depuis pas mal de mois. D'ailleurs, il faudrait que je refasse un petit article dessus. C'est que j'ai été placé. Enfin bon, Soxist, il connaît parce que j'échange beaucoup avec lui sur ce sujet-là en ce moment. Je travaille sur ce mot-clé-là précisément, et un jour je suis positionné 57, le lendemain ça dégage, le lendemain je reviens 44, pendant une semaine je reviens en NTH, et puis je reviens en 10e, enfin bon, c'est un peu le bordel. Bon, ça c'est un peu du hors sujet, mais Je suis partout. ouais, t'es partout. Comment dire, comme disait Mitsu, voir ça tous les jours, ça n'a aucun intérêt. Alors, Après, il y a une autre solution qui est assez récente, c'est Monitorank. Qui était en version bêta, il me semble, assez récemment, et il offrait des crédits gratuitement. oui, c'est toujours gratuit pour du mot-clé. Hein. C'est toujours- Je sais pas bien, là, de toute façon, il peut confirmer, mais S'il est là, je pense qu'il y a encore des offres en ce moment pour le forum, hein, il me semble, pour Vous tester participez le au l'outil. parcours, vous avez un petit crédit aussi qui est donné par Fabien. Il y a pas mal Voilà. d'offres, etc. et, Justement, ce qui est intéressant là, c'est qu'au-delà de, c'est vrai qu'avoir des rapports tout le temps, ça sert peut-être pas à grand chose. Mais c'est justement la finesse dans les paramétrages du rapport, c'est-à-dire quand est-ce qu'il t'arrive le rapport. J'ai envie de le recevoir quand il se passe un truc important. Et là, tu as assez de choses que tu peux paramétrer. Donc c'est assez intéressant sur ce point. À construire tes stratégies, à Exactement ça. comprendre Bon, après, comment ça Monitorank, réagit, etc. C'est crucial quand même. Monitorank, après, là où il est... Ouais. C'est crucial, mais il ne faut pas se Monitorank, laisser là où déborder il est par bien, le monitoring. ouais, là où il est bien, c'est sur tout ce qui est recherche locale, quoi. Je trouve qu'il est vachement bien fait pour ça. Bah après, il faut en avoir le besoin, mais... voilà, puis il produit aussi des graphes. Bon, après, c'est comme tous les produits de suivi, hein, ça te produit des graphiques que tu comprends ou que tu ne comprends pas. Ça dépend ta finesse avec les graphiques. Moi, je suis un peu allergique aux graphiques, hein, j'aime bien les tableurs, c'est un peu ma Ah, préférence. j'aime bien les graphiques aussi. Oui, mais toi, t'aimes les dessins, c'est ça le truc. Ouais. Après, quand je comprends pas, j'aime bien avoir des dessins aussi. C'est vrai que par moment, c'est plutôt pas mal. Et après, il y a une autre solution encore. C'est pas de la Ça, rareté. désolé, hein. Ouh là là. Ça, c'est le screenshot qui fait peur, mais bon, Ouais, ça existe et c'est quand ça même mérite le d'exister, truc mais gratuit que tout le monde connaît, quoi. tout le monde a dû y passer au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment l'outil pour les pauvres, quoi. Ouais. Voilà, il y a une remarque qui est importante, c'est que la conf, c'est dans quelqu'un sur le chat qui dit c'est SEO pour les pauvres, et là on présente des outils payants. Mais pas que. Pas que. Et il y a La payant et payant, majorité est quoi. Des trucs que gratuite tu et payes le peu de payants est peu Ouais. cher. Donc c'est quand même un effort de... en... Ouais, puis Des choses faut que bien tu payes montrer ce 20 qu'il y a sur euros, le par marché exemple, en avant de one partir shot. sur des trucs. Et puis c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. On se calme. Du coup, Il y a Benjamin qui a parlé de la donne de Scrapbox. C'est bon, c'est vrai que je sais plus c'est combien, c'est 15 dollars, 20 dollars, c'est pas grand chose, mais tu le payes une fois. Ouais. Et tu as quelque chose qui marche bien si tu Je l'ai longtemps utilisé, mais il faut avoir des Ouais, proxys. mais alors attends, je vais me faire un peu l'avocat du diable aussi. Tu vois, pourquoi on ne parle pas de Scrapbox et de son add-on? Parce que Scrapbox, déjà, tu vas devoir le payer, je crois, une centaine de dollars déjà pour l'acquérir. Et après, C'est tu pas vas cher, encore les rajouter 50. 25 dollars. 50. D'accord? Donc ça fait déjà 130 dollars pour pouvoir avoir un suivi. Là, on te propose 50 un plus outil 10. qui te le fait gratos. 50 Sauf plus que tu 10 les plus payes une fois, proxy. puis après c'est terminé. Bah, gratos et tu le Ouais. payes pas. Hein. Gratos, et oui, après, t'as aussi les proxys à payer. Enfin, bon, bref, je veux pas être méchant, mais... Non mais je veux dire, tout à l'heure vous avez parlé de certains outils qui ont un certain coût, qui est même mensuel. Bien sûr. Je pense que Scrapbox a Bien, je vais te- largement sa place. On peut pas parler d'un non, outil qui... honnêtement, là, Et puis pour autre le coup, chose, un dernier Scrapbox, truc, il y moi, a je pauvre et connaissais pas pauvre. Hein? Il y a pauvre et pauvre. Donc Regarde, moi, je reviens Ouais, sur le c'est plan. Parce que 0 € et c'est des solutions c'est vrai que économiques pour aussi. du monitoring, ça reviendrait un peu plus cher en fait, Scrapbox et plugin et proxy. C'est quand même vrai.
Je reviens sur la présentation. Hein. Mais honnêtement, je crois que c'est même pas la solution, moi. Donc On parvient d'un. Allô. Il y a Yorlouk qui parle. Je reviens sur le déçu. Hein. Sur le plan qu'on avait dit initialement, c'est vrai que la petite partie de droite n'est pas forcément lisible. Hein, au jeu blanc sur noir, c'est un peu compliqué. Bon, on fait bien un tour plus ou moins complet des solutions payantes. Après, on fait un tour complet des solutions gratuites. Et après, on va passer sur autre chose, des trucs un peu plus sympas. Alors c'est vrai que c'est un peu relou hein, de parler des solutions payantes, etc. Après, chacun a son avis sur telle ou telle solution. Effectivement, Scrapbox, on aurait pu le mettre, mais on l'a pas mis. Voilà. On a estimé que c'était pas, il n'avait pas sa place dans notre présentation. C'est vrai qu'il a le mérite d'exister. Ah non, mais c'était pas une critique, hein, justement, l'interaction est faite pour ça, pour rappeler des choses. Voilà. Mais Non, mais Pour au-delà de nuancer. 100 $, un tous, au-delà de 100 $, on a décidé de pas en parler en fait. C'est surtout ça. non, mais en fait, on montre 2-3 trucs qui existent sur le marché qui sont payants pour plutôt que montrer des alternatives gratuites. On sait pas trop c'est des alternatives à quoi finalement, quoi. Enfin, gratuites et peu cher. Du coup, est-ce que tu peux passer à la slide Voilà. Et donc l'alternative de solutions payantes et de solutions gratuites, c'est la solution Mitsu. Alors, je vais préciser plusieurs choses avant de faire ça. Donc là, en fait, j'ai fait un bout de code qui simplement, il prend en variable un mot-clé et il te dit quelle position tu veux. Donc, en fait, ça, j'ai envie de mettre en exergue le fait que pourquoi c'est pas intéressant quand on a peu de mots-clés et tout, d'investir trop dedans, c'est que, effectivement, si on est une agence ou un freelance, on n'a pas envie de s'emmerder à faire Attends, du bricolage et tout. je te coupe tout de suite. J'ai vu Scrapbox solution à 47 $. Moi, j'ai pas payé Scrapbox, ou tout du moins la dernière version. La version 2 de Scrapbox est en bêta gratuite. Juste pour souligner ça. Ok. Ouais, du coup, la parenthèse que je fais, c'est finalement toutes les solutions payantes ont leur intérêt parce que, surtout quand on est freelance, quand on est une agence ou grand compte, parce que on a des reporting automatisés, ils nous gèrent les graphiques. Mais là, c'est juste histoire de dire, ok, vous faites votre titration, vous suivez, même si vous suivez 50 mots-clés, la plupart des solutions, vous allez devoir quand même payer un petit peu, même si c'est pas cher. Et là, en fait, ce que je dis, c'est que si vous cherchez pas les graphiques tout de suite et vous voulez vraiment juste la donner pour faire des économies, voilà, un petit script 40 lignes. Alors là, je gère pas de proxy, j'ai rien, mais typiquement, tu suis 50-100 mots-clés, tu mets un petit temps d'attente entre chaque check et tu peux balancer les scripts de temps en temps et puis voir tes évolutions, quoi. Donc c'est une alternative qui peut être intéressante. J'ai une Là, question qui 100 te... première position, top 100. Tac. Ok. Donc ça... Combien de volumes sont possibles franchement, en faisant des tests, des fois, j'ai réussi à récupérer facilement. Je n'ai pas poussé au maximum, mais par exemple, tu peux récupérer 100 mots-clés sans problème sur Proxy. Après, ouais, tout dépend. Pierrick, il demande, tu vas jusqu'à quelle position? C'est jusqu'à 100 là, tu vois. Jusqu'à 100, c'est ce qu'on précisait jusqu'à 100. Mais je pense, mais Mitsu, on avait fait les bourrins sur ton script aussi, hein, donc Hein souviens-toi, on avait passé une soirée à faire les bourrins sur ton script et on va bien, on arrive à faire des choses sans proxy assez aisément. Après, je reviendrai sur ce que disait Julien dans sa conf précédemment, où lui aussi disait, ben moi je prends pas de proxy. Bah, en fait, on passe par l'IP du serveur en fait, hein, on se fait pas chier. Mais après, c'est pareil, l'IP elle change pas. Mais pour revenir sur, parce que je vois écrit 100 mots-clés maximum, je dis attention, moi, avec un truc comme ça, moi je suis sûr que je t'en suis 200. Mais le truc c'est, est-ce qu'on... Enfin, faut se dire, tu les suis pas forcément, c'est pas un truc en tâcheron avec une admin machin qui va balancer tous les jours. C'est plus, t'arrives de temps en temps, tu dis ok, je suis combien sur les mots-clés, tu lances le truc, tu lances tes 200 avec un temps d'attente, imagine t'en as 100 qui passent, 100 qui passent pas, tu lances le navigateur à côté, tu résous le captcha, tu relances un peu et puis tu devrais pouvoir t'en sortir, quoi. Donc c'est la solution un peu bricolage. Ouais, il faut taporiser à mort sans proxy, par expérience, moi qui fais le bourrin, pas forcément. Et en solution bricolage, voilà, c'est un truc, je crois que c'est, alors Madeleine elle en avait peut-être parlé mais je me rappelle plus,
Mais sinon, il y a Cédric Guérin, donc Sid, qui sur son blog a fait un truc, a fait pas mal de trucs suivi de position avec Excel et SEO Tools, et je crois aussi avec Google Spreadsheet. Et il le fait même sur Google Images, quoi. Donc ça, pour ceux que ça intéresse, allez voir. Voilà. Je pense qu'on peut passer au slide suivant, hein, Mitsu. Ouais. Et certes, là, bon, donc ça, c'est le petit chouchou. c'est vrai qu'on a c'est vrai qu'on aime bien cet outil-là. Moi, je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie parce que tu peux faire un suivi de 300 keywords pour 0 $. Donc bon. Après, En fait, ouais. t'as pas de graphique, t'as pas forcément des graphiques ou des trucs comme ça ou des envois de mails, mais l'information Récupérer des est là, annonces, quoi. c'est clair. Ah, apparemment, ils ont rajouté des graphes. Les graphes, ouais, il y a des Ah, bah, ça fait longtemps que je me suis pas connecté. Ah oui, si, oui, ouais, il y a un petit graphique un peu pourri. Enfin, Ça, le graphique il existe, mais il est pourri. Non, c'est pas par non, là. mais ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est pour 0 €, je mets 300 checks par jour. Parce que c'est pas vraiment. Il te limite pas en termes de mots-clés. Il te dit voilà, toi, tu as un robot qui peut faire gratuitement, tu as un premier robot qui peut faire 300 checks par jour. Donc après, si tu veux suivre 600, tu peux même. Sur un compte, je suis plus de 1000 mots-clés avec ça, en gratuit. Parce que j'avais juste envie de le. Sur une courte période. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'avais pas besoin de les suivre tous les jours. Effectivement, je pourrais pas. Mais 1000 mots-clés, ça veut dire sur une semaine, j'ai checké mes 1000 mots-clés. Voilà. Lundi, t'en fais 300, mardi, t'en C'est fais intéressant. 300 Et autres. après, ouais, en ajoutant d'autres bots, on peut donc monter à donc 5 $ par mois pour 600 checks par jour de plus. Et mais après, il n'y a pas la partie, je dis pas de bêtises, il n'y a pas la partie référencement local. Ouf. Il me semble pas. Pardonne-moi, je pense que j'ai pas fouillé plus que ça. Moi, j'ai mis mes mots-clés et mes URL, Ouais, mais j'ai pas été plus non, loin. t'as pas ça. Et puis après, ce qui est bien, c'est si, à partir de ça, si vous êtes un peu développeur, par l'API, vous pouvez très bien vous faire des dashboards très sympas avec. Une fois que vous avez la data, de toute façon, vous faites ce que vous voulez, quoi. En On va payant, passer au socle technique. voilà, en payant, on a le local apparemment. On va passer au socle technique, audit de site, les crawls, etc. Vas-y. Hop. Ah oui. Justement, c'est moi qui parlais de ça avec Mitsu. On disait que quand on est dans la réalisation d'un portail, etc., il y a tellement de données à gérer, des informations à gérer, etc., qu'il est toujours bon d'avoir une petite checklist de ce qu'il faut faire. Et justement, il y a un petit portail qui est très sympa, qui donne des conseils sur chaque étape, sur les optimisations home page, etc. Et qui va pouvoir vous permettre de checker les petites cases en disant bah, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai pas fait. Et ce petit site s'appelle localceochecklist.org. Voilà, je vous laisse regarder, vous allez voir, c'est très sympa. Ça va vous dire effectivement, il va dire est-ce que tu as bien écrit tes URL, est-ce que tu as fait attention aux tags que tu as mis dans tes titles, est-ce que tu as rattaché ton portail à un Google Analytics, tu as pensé à Facebook, Twitter, Foursquare et compagnie, et ton duplicate content, t'en fais quoi, voilà. Je vous laisse découvrir un peu le tout s'il y a vraiment des choses très très sympas. Et c'est gratuit. Par contre, quand c'est gratuit, ça demande un peu de jus de cerveau. Ça, c'est... Même quand c'est payant pour le coup. Hein. Ça, Après, il y a Screaming Frog. ouais, donc ça, évidemment, c'est pas rien. C'est pas, c'est pas peu cher, mais c'est un classique, donc faut bien le montrer. Donc Screaming Frog, ouais, je pense que c'est le crawler le plus réputé pour le coup dans le SEO. Pas vraiment à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de concurrent à qui on donne autant d'importance. Donc ensuite, pour faire des crawls gratuits, slide suivant. Avec Xenu. Xenu. Voilà, bon après, il y en a qui sont allergiques à Xenu, il y en a qui disent que Xenu il a pas assez de valeur SEO. Hein. Bon, moi je l'aime bien, c'est un outil que j'apprécie Ça beaucoup. reste Peut-être quand qu'après même je assez suis très old pratique. school aussi, mais Si on c'est va un dans outil que les j'aime. options, etc., Ouais, c'est assez pratique. Pas mal de choses quand même. Ah ouais, c'est clair. Donc il y a une question, c'est pas besoin de proxy pour Screaming Frog. Alors, en fait, tous les L'export crawlers, Rien que l'export tout mapping, dépend du site auquel tu t'attaques. Hein. excuse-moi.
Je disais rien que l'export mapping pour faire du GFI par exemple, c'est facile avec Xenu. C'est assez pratique. Et Alors justement, tu parles de GFI parce que c'était un peu, alors quand on était en train de préparer la SEO pour les pauvres, on s'était penché sur éventuellement des analyses GFI, etc. Et on a complètement supprimé GFI de la présentation d'aujourd'hui. Voilà. je crois savoir pourquoi. On estimait qu'on n'avait pas cette connaissance dessus pour pouvoir en parler. Ouais, c'est ça, on n'est pas trop s'aventurer sur un truc qu'on maîtrise pas. Et puis on n'a pas préféré s'aventurer sur un truc qu'on ne dominait pas. Et moi je pense qu'il vaut mieux aller voir les frérots Perronnet ouais, c'est mieux. Sur ce sujet-là. C'est vraiment eux les grands maîtres sur le sujet. Et je pense que ceux qui sont plus à même de répondre sur des questions sur GFI. Voilà. C'est vrai. Alors c'est payant les frères Perronnet, non, ça dépend. Et parfois c'est gratuit. J'ai une pote avec. On peut devenir copain. Très copain. Alors. Après il y a Leak Examiner, alors moi je connais pas, Mitsu me disait voilà, il y a c'est un truc que j'aime bien, c'est un peu le même genre que Xenu, mais un peu plus orienté SEO, et qui n'est pas, en fait après, juste à la slide d'après, on peut passer direct. Il y a un petit comparatif que j'ai trouvé entre les deux sur un site. Donc deux choses que LinkedIn Examiner fait, que Xenu formatif. Donc il y a pas mal de trucs vraiment spécifiques au SEO pour le coup. Du coup, je crois. Le robot TXT. Link Examiner est un petit peu plus axé SEO. Bon ça on vous laissera regarder le tableau par la suite quoi. On ne va pas faire de critique de tableau. On n'a pas la capacité de Jafar de commenter les tableaux parce que Jafar lui il est très talentueux là-dessus. Même si tu mets un tableau blanc, il est capable de se dire ce qui se cache derrière. Et nous on n'a pas cette capacité-là. Mais en tous les cas, pour ceux qui consulteront la présentation plus tard, il y a ce tableau-là qu'on vous a mis à votre disposition. C'est intéressant. Il y a quelqu'un qui demande ça signifie quoi crawler. Donc c'est en fait le logiciel, par exemple, tu lui donnes un index d'un site. Il va parcourir tous les liens, il va visiter les liens. Et il va pas parcourir le site en fait, tout simplement. Parcourir les pages, c'est juste ça. Et après, ensuite, il va construire du coup une petite data que tu vas pouvoir exploiter pour faire ressortir certaines choses ou modéliser d'autres informations. Voilà. Après, oui, le logiciel récupère évidemment les données pour faire des histoires de format, etc. Mais c'est un peu la finalité, ça reste quand même ça. Bien souvent. Ouais. Après, tu peux lire aussi le tableau qui est produit pour agir toi-même manuellement et remarquer des choses, observer à l'œil nu. Ok, bon, je vais pas passer à la suite. Tu lises les 404 et puis tu les corriges, il y a des trucs. Entre autres. Donc, les astuces simples. Du coup, en fait, là on est parti du principe de se dire, même si on a envie de faire du Screaming Frog parce que c'est sympa ou je sais pas, parce que, à la limite, votre site vous n'avez pas forcément l'auditer tous les 4 matins. Donc de temps en temps, ce qu'il peut y avoir, c'est si vous êtes sur Script SEO par exemple, vous avez sûrement pas mal d'autres membres qui sont freelance ou qui ont d'autres manières une licence et avec un peu de chance, ils peuvent peut-être vous faire un export gratuit si vous créez des liens. Il y a l'option Fiverr où là pour 5$, il y a un mec qui toujours le même principe. Donc l'appel à un ami, c'est ce que je disais. Et ensuite, il y a toujours l'option petite précision, l'appel à l'ami, il ne faut pas forcément passer par Jean-Pierre Foucault, qu'on soit bien d'accord. C'est pas une obligation. Voilà. Et donc l'achat groupé, là encore une fois, je peux renvoyer typiquement sur le forum, il y a souvent des topics qui sortent de mecs qui veulent utiliser un logiciel. Alors là, ça vaut pour Screaming Frog. En fait, on va revenir souvent. On va souvent reparler de Fiverr ou de Script SEO ou des amis. Mais quand on est débutant, etc., on n'y connaît pas grand-chose. On va commencer à aller sur des forums. Bon, je dirais pour pas vanter Script SEO, mais Script SEO, c'est là où il y a la plus forte communauté FR à mon sens et la plus active actuellement. Et c'est là où vous allez pouvoir prendre contact avec des gens, vous allez échanger, voilà. Après vous allez avoir des affinités avec des gens, etc. Et c'est là où vous allez pouvoir éventuellement faire appel à soit un achat groupé ou un appel à un ami, hein, comme disait Mitsu. Moi, par ma propre expérience, j'ai fait quand j'avais pas de compte Majestic, je faisais appel à des amis via Script SEO qui m'ont dépanné de petits services, etc. C'est vrai que l'entraide, etc.
Voilà. Et après, après, il y a un échange aussi. Il me fait un export, je lui donne un truc en échange, quoi. Tu vois, c'est pas Ah ouais, forcément faut pas forcément que l'échange partage, fasse en de plus dans général, un quoi. sens. Non, C'est le principe. c'est le Sinon, je vais rebondir sur deux choses, parce que là, je vois qu'il parle limite à partir de 100 000 URL, c'est compliqué sur la RAM du PC. Typiquement, pour ce genre de logiciel en achat groupé, ce qui peut être sympa, c'est de prendre un VPS puissant qui va être capable d'aller beaucoup plus loin que 100 000 URL, à coller, et puis de se mettre, de l'installer une licence Screaming Frog et de se mettre à autant de personnes que vous voulez dessus. Après, il faut s'arranger pour évidemment pas l'utiliser en même temps. Et du coup, vous pouvez l'avoir pour pas trop cher. Ouais, ça part en débat technique sur la RAM qu'il faut. Donc VPS, C'est un virtual je dis private VPS, server. ouais, je dis VPS mais ou dédié. Hein, mais un serveur, hein. C'est un En serveur fait, moins ça cher. va faire rigoler dessus, mais ce sont des solutions dans le cloud, les VPS et les serveurs dédiés. Ok. Ensuite, il y a les analyses de log aussi. Donc là, effectivement, on va pas plus loin, on va pas très loin dessus parce qu'il y a une. On va pas aller pas très loin. Voilà. Que je suis le premier à attendre tout à l'heure. Mais À 17h. Bon, personnellement, j'aurais pu parler de Logstash et échanges Kibana, etc. Mais c'est pas le but de la presse. Rendez-vous à 17h. Il y a quelqu'un qui va vous faire quelque chose d'énorme. Ouais, j'attends vraiment beaucoup cette conférence. Mais disons alors que après, on peut faire des remarques sur les analyses de log. Est-ce que sur un petit site, ça vaut le coup de se prendre la tête à le faire? Est-ce que sur un gros, ça mérite de devoir le faire? C'est sûr que si t'as vraiment 3 pages, ok. Mais après, je pense pas qu'il y ait besoin de faire des milliers de visiteurs par jour pour le faire un jour et voir un peu comment ça se passe. Je pense que c'est ce qu'on voulait mettre ici, c'est pousser votre curiosité à aller regarder un peu de ce côté-là, parce que forcément les outils qu'on a énoncés au-dessus, ils font un taf, mais celui qui est gratuit et qui vous fait vraiment gracieusement, c'est votre serveur, quoi. Et votre serveur, il log tout ce qui se passe, toute l'activité qui peut se passer, et c'est la meilleure solution à mon avis pour faire des choses de suivi en gratuit, quoi. Vous donner des idées, c'est de toute façon, sur les logs, t'es foutu pour l'analyse de log. Hein, pour avoir piloté des équipes système, quand il se passe un truc sur un serveur, la première chose qu'on fait, c'est regarder les logs. On va pas les regarder sur un logiciel tiers, quoi. C'est les logs serveurs. C'est ça qui est plus parlant en général. Voilà. Mais la data un truc rapide, si vous voulez, si vous avez un site qui a pas énormément de pages et tout, vous pouvez prendre une grande période, récupérer donc un export Xenu ou Link Examiner, ce que vous voulez, les données de Google Analytics, ensuite croiser un tableau croisé dynamique, dans une recherche verticale, pardon, sur l'URL qui permet d'avoir à la fois les données Analytics et de Xenu au niveau de l'URL. Après, il y a moyen de rajouter plusieurs trucs en fonction des pages, plusieurs métriques, type nombre de backlinks, etc., en utilisant SEO Tools, etc. En tout cas, pour en savoir plus sur l'analyse des logs, on peut mentionner Jean-Benoît Moins sur Twitter, on peut suivre. Je sais pas, c'est problème, mais il y aura une présentation à 17h sur le triptyque Logstash et Elasticsearch Kibana, et c'est vraiment une tuerie, quoi. Putain, c'est ma souris, hein, désolé. Sinon, pour je vois écrit regarder les logs ou Screaming Frog. Et en fait, c'est le crawler. Tu fais les deux, hein, tu lis ton crawl au log. Voilà. On va passer au slide suivant. Hein. On parle de croiser les données. Ouais, c'est ça, c'est tout croiser, l'analytics, les logs, le crawler, et puis après, tu t'amuses, quoi. Donc on a choisi les mots-clés, on a fait le suivi, on va maintenant travailler sur le contenu, ce sera pas mal. Trois petites choses sur le contenu. On va aller très vite là-dessus, plusieurs services qui existent. Aujourd'hui, c'est Textmaster. Alors honnêtement, pour être honnête, le contenu, c'est là où on a eu le plus de mal à sortir des slides au début. Mais, oui, au niveau contenu, c'est là où on est plus de mal. Je sais pas si c'est la solution la moins chère, par contre. Hein. Non, c'est pas la solution la moins chère. La solution la moins chère, je vais te dire quelque chose, la solution la moins chère, c'est Fiverr encore. La solution la moins chère, c'est fini, je pense. À ce stade, si tu vas sur Fiverr, dans le même style, il y a Text. C'est pas moi qui fais la comp. Effectivement, dans le même style, j'aurais cité le second.
Alors tu vois, il y a donc il y a Textmaster, on a Upwork.com qui permet de faire aussi du taf. Alors c'est différent quand même. Mais donc ouais, du coup, si tu reviens sur Textmaster, il y a, c'est TextBroker, ça s'appelle, hein, je me rappelle plus. TextBroker qui est voilà, c'est pareil que Textmaster, mais effectivement moins cher. Après, j'ai pas testé, donc c'est aussi pour ça que. Moi, je l'ai utilisé pas mal, donc voilà, et j'ai comparé aussi. Bon, après, il y a plusieurs pistes. Hein, voilà, il y a Textmaster, voilà. Bon, ça c'est 2 centimes du mot. Après, on peut prendre un mec qui va bosser pour toi pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et là tu vas Alors, payer le sachant mec à l'heure. que Upwork, faut détailler plus. Upwork, c'est pas spécialement de la rédaction. Vous pouvez trouver un designer, un développeur, n'importe quoi. Du micro-job. Et donc là, on n'est pas sur du truc de pauvre, dans le sens où, quand on commence à sous-traiter et tout, on met de l'argent sur la table, mais c'est histoire de donner. Enfin, le jour où vous êtes à vouloir sous-traiter, vous avez besoin de sous-traiter un peu de choses, il y a des solutions plus économiques que d'autres. Ensuite, on a Fiverr. Là où tu vois le mec pour 5 dollars, il va te faire 500 mots. Bon. Alors on va juste rebondir, il y a une question. Le niveau TextBroker correspond au niveau TextMaster, au niveau d'activité standard. L'idée c'est de comparer la même qualité. Ouais. Effectivement, c'est pas le même. C'est au niveau du rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'en valeur absolue. Bon, c'est vrai que la qualité TextMaster généralement c'est meilleur que TextBroker, mais en étant malin sur TextBroker, il y a vraiment possibilité de pousser pour avoir du contenu de meilleure qualité. Donc, mais voilà, pour répondre à la question, généralement la qualité est supérieure sur TextMaster, mais il y a moyen, déjà ne serait-ce lorsque tu te demandes de rédiger un article, ne serait-ce que prendre le temps de bien remplir les descriptions, ça t'aide à améliorer grandement la qualité. Et même ça, tu peux l'automatiser. Hein. Ouais, les briefs, par contre, là, faut y passer du temps. Mais après, quand on est non, les briefs, je les automatise. Ouais, non, mais c'est ça, mais faut y passer du temps au début une fois que t'es rodé, que t'as un modèle, ouais. Ouais, ce qui est bien, c'est bon voilà, tu passes ta commande en mode bulle, que tes briefs sont automatisés, tu peux essayer de les adapter. Mais ton modèle, faut vraiment qu'il passe du temps, quoi, parce que c'est vrai que. Mais le rapport qualité-prix, faut pas aller sur les seuils vraiment de bas niveau, parce que là, ça va pas le faire du tout. Mais du 3 étoiles, par exemple, tu commences à avoir des choses intéressantes et parfois tu as des très 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 bonnes surprises. Donc, D'ailleurs, sur le niveau, moi je vais rebondir parce que sur TextMaster, il y a aussi tout le système de niveau. Donc, le premier c'est 2 centimes, le deuxième c'est 5, je crois. Faut savoir que moi, justement, je voulais voir un petit peu quand ça marche derrière. J'ai fait un compte auteur. Donc, ils te font passer un test, ils te disent, ok, bah toi, tu seras au niveau qui correspond au niveau, tu payes 5 centimes. Mais en fait, quand tu arrives sur la plateforme, t'as pas forcément d'offre au niveau 5 centimes, donc les mecs qui ont un niveau de qualité jugé pour faire des niveaux 5 centimes font plein de textes niveau 2 centimes. Donc en fait, en payant 2 centimes, t'as pas toujours forcément une qualité plus mauvaise qu'en payant 5 centimes. En gros, tu peux payer moins cher et avoir le même mec derrière. Donc ça, faut l'avoir en tête. Voilà, on passe au slide suivant, Mitsu, parce que je regarde un peu l'heure et on approche des 13h et il reste 40 minutes en fait. Voilà. Ouais, non, mais... Okay. Après, c'est quelqu'un du forum, on va travailler aussi sur la pertinence du contenu. Ça, c'est un membre du forum qui a développé ce tool, c'est qui est en version bêta. J'ai eu l'occasion de le tester, il m'a donné des accès, etc. en full. On va travailler sur la sémantique du texte, etc. Sur le champ lexical plus précisément. Et on a des retours sur ce tool qui sont complètement énorme et ça permet par exemple je vais dire c'est un complément ça peut être un complément d'une voilà, tu as fait une rédaction d'un article ou tu as fait la sous-traitance de la rédaction d'un article et après tu peux aller utiliser ce tool cela pour voir la pertinence du texte quoi. Dire, en gros c'est ça. Si ce texte est vraiment optimisé et ça te permettra même encore même sur un texte qui est soi-disant optimisé de le pousser à l'extrême quoi. Après sur les tarifs, je sais pas ce que ça donnera. Là c'est en bêta donc. Là c'est en bêta, il y a déjà on a déjà des résultats, enfin pour l'avoir testé, des résultats assez impressionnants.
C'est l'avantage d'être gratuit en bêta. Donc bon, suffit de contacter le... Je suis désolé, j'ai pas mis le contact. C'est Jojo le haricot sur le forum. Jojo le haricot. Ouais. Jojo, voilà, vous allez voir Jojo le haricot, tu dis est-ce que tu peux me donner un accès sur ton tools, voilà, et je pense qu'il vous le fera de bon cœur parce que voilà, c'est très sympa. Après, on pousse un petit peu à l'extrême aussi, c'est la réutilisation de texte. Vous n'avez pas forcément envie de vous faire chier à écrire un texte, vous allez choper un texte qui existe déjà sur un concurrent et vous allez le spinner. Ça peut être une solution. Une solution gratuite, c'est Effispin, c'est français. Ça a des avantages, des désavantages, c'est pas le but. Effispin, il est aussi sur le forum, hein. Vous pouvez aussi le contacter éventuellement si vous avez des remarques et des trucs comme ça. Je passe très rapidement. On va aller aussi rechercher des contenus qui sont... comment on peut dire ça, Mitsu En fait, là, l'intérêt de ce genre de truc, c'est pour faire du link baiting. Tu vois, sur BuzzSumo, tu cherches un mot-clé. Par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est chercher à l'international. Vous traduisez vos mots-clés. Il va sortir les articles qui ont le plus buzzé, qui ont été le plus viraux, donc par rapport au partage. Et ce qui peut être intéressant, c'est du coup de partir de ça pour faire un article en français en se disant bah lui il a plus de chances d'être partagé, et donc une opération de link baiting qui peut être plus intéressante. Et alors à partir de 2-3 euros l'heure, c'est un bug, hein, ça n'a rien à foutre ici. Mais parce qu'il me semble que ça c'est pas mon temps. Hein. Mais ouais, il y a une version payante, mais moi honnêtement je paye pas, j'utilise en gratuit. Bah, du coup tu vois pas beaucoup de résultats, mais en changeant de mots-clés et tout, il y a moyen quand même de se faire pas mal d'idées, quoi. Voilà. Ensuite, dans la même idée, je crois que j'avais mis Trend24 derrière. Ça, c'est un petit truc sympa pour regarder ce qui se passe sur Twitter sur les 10 mots-clés les plus utilisés pendant une période. L'avantage de Trend24, c'est que c'est international, donc on peut le faire sur tous les pays au monde où on peut avoir Twitter. C'est pareil, hein, c'est même pareil que pour Buzz, la remarque de Mitsu sur Buzz, je sais plus quoi là. Ça permet de donner une idée et puis de dire, bah voilà, pour ceux qui sont un peu friands de Twitter, moi c'est pas mon cas, d'aller jouer un peu sur ce genre de BuzzSumo, merci, je suis un peu fatigué. C'est pour aller jouer sur Twitter, ça peut être sympa. Peut-être qu'avec le tools que Julien a présenté tout à l'heure, ça peut être encore plus sympa. Juste ça comme ça. C'est le suivant. Ouais. Les commentaires de blog, c'est quand on va aller chercher du lien. Ah oui, justement, ouais, je reviens sur le... Voilà, en fait, c'est un peu particulier, là, je voulais... parce que là, on est dans contenu. Donc j'ai fait le choix de mettre ici commentaires de blog, parce que souvent les commentaires de blog, on utilise un peu... on fait des blasts, on fait... pour aller chercher du lien. Et du coup, là, en fait, je me suis rendu compte que si par exemple je fais un blast sur 100 articles, où je mets un commentaire bidon avec un lien, donc je vais chercher un peu de lien, mais par contre, j'ai 0 trafic. En l'occurrence, c'est pas le but. Mais en fait, moi, l'idée à soumettre, c'est de dire si pendant votre veille, vous en profitez pour faire des commentaires vraiment assez longs, ou soit pour aller à l'encontre de ce que dit l'article, soit pour appuyer, mais en développant avec des arguments et tout. En fait, vous allez vous rendre compte que en général, sur ces commentaires-là, vous allez avoir toujours 2, 3, 5 visites. Et je voulais appuyer sur le fait que ces visites, en fait, elles sont hyper qualifiées, parce que si vous les avez là et pas dans les autres commentaires blastés, ça veut dire que c'est des gens qui ont lu l'article, qui est a priori sur la même thématique que vous, qui ont lu les discussions de commentaires, et ça tout le monde le fait pas non plus. Donc c'est super qualifié. Les gens ils viennent chez vous. Et puis du coup, j'assimile ça un petit peu à, bon, c'est vraiment de l'abus de langage, mais à un genre d'opération de deep-lighting, quoi. Si vous faites, imagine tous les jours un commentaire assez long, détaillé comme ça sur votre niche, peut-être au final à 3 par-ci, 3 par-là, vous avez entre 50 et 100 visites super qualifiées dans le mois. Peut-être que dans le tas, on peut espérer un impact direct sur le SEO avec un mec qui va vous citer, et du coup ce sera sur un blog de la thématique, éventuellement d'autorité. Voilà. On peut passer au slide suivant, Mitsu. Et là, c'est vrai qu'on va aller travailler la popularité maintenant, tout ce qui est netlinking, ping, etc. Alors justement, ça va faire fureur parce que quand je parlais de ça,
pendant la préparation, je disais, tiens, on va parler de PBN. On m'a dit, oui, mais les PBN, c'est pas forcément gratuit, ça coûte une fortune, etc. Ça peut coûter 0 euros en fait de faire un PBN. On peut faire un PBN basé sur. Alors d'abord, avant de même de raconter des conneries sur les PBN. PBN, c'est pour c'est private. Après il y a network et j'ai un trou noir. Blog network. C'est le fait de faire du SEO network. Voilà. Et réseau de sites pour le SEO. Voilà. Si on fait un réseau de sites. Blog ou autre. On va faire un réseau de sites. On va faire un réseau de sites sur des web 2.0. Alors j'aime bien l'expression web 2.0. Hein, ça peut être du web 1.0, ça peut être du cloud web. Enfin voilà, tous ces trucs conneries à la con qui servent à rien. Du web 2.0, c'est des sites de blog. Enfin c'est du blogging. WordPress, etc. Alors, ça peut être du WordPress, ça peut être du Tumblr, ça peut être du Pinterest, ça peut être du Twitter, du Facebook, enfin voilà, c'est très vaste. D'accord. Comment on peut trouver des noms de domaine, parce qu'en fait on va se baser sur des noms de domaine. Alors moi là j'ai pris un parti pris, je me base sur des noms de domaine expirés. Si on voulait faire exclusivement gratuit, il existe des solutions gratuites. On peut avoir des noms de domaine gratuits. On peut passer aussi en restant sur du .wordpress.com, hein, c'est pas interdit non plus. Voilà, le WordPress.com, ça envoie du jus, etc. Après, quand on fait sur des noms de domaine expirés, c'est parce qu'on se base sur un historique. Que quand on recherche un nom de domaine, on va scraper, etc. On va on va essayer de remonter le contenu pratiquement comme à l'original sans trop se prendre la tête en fait. C'est vraiment quand on fait un réseau de sites, on va très vite à monter les trucs. D'ailleurs, en termes de contenu, je reviens là-dessus, ça me fait y penser. Typiquement sur ce genre de réseau, donc vraiment pour des étages au bas de votre réseau, où vraiment vous pouvez balancer du contenu pourri. Il y a quelqu'un qui avait partagé un truc sur le forum, je le retweeterai quand je le retrouverai, mais c'est un site où en gros vous rentrez un mot-clé, vous faites un contenu unique avec des images et tout, un truc dégueulasse, illisible, mais du coup je pense pour des niveaux bas du réseau ça peut être super intéressant. On peut faire je disais quand on fait de la récupération de nom de domaine expiré, il y a des services qui existent sur comment ça s'appelle déjà, putain. Le pire c'est que j'ai un bot qui fait ça. Ah oui, archive web archive. Sur archive, voilà, sur archive web, tout au moins si l'information de nom d'indexation n'est pas mise dans le robot texté, vous pouvez récupérer les contenus sur web archive assez facilement. Voilà. Après, il y a à un moment où j'avais un service sur ce sujet-là, c'est plus d'actualité, et je pense pas le remettre d'aplomb plusieurs fois dans un certain temps. Je pense que je vais mettre la source en public dans un jour ou l'autre, quand j'aurai le temps. Mais les sites WordPress, ça se récupère, hein, je l'ai fait. Donc voilà. Ah oui, alors c'est très important, quand on travaille sur un réseau de sites, sur les noms de domaine, on va faire attention aux IP. Déjà la première remarque, c'est de faire attention au choix de la classe IP que vous allez utiliser. On préconise régulièrement d'utiliser la classe IP de type C. Alors malheureusement j'ai plus de mémoire de où elle va cette classe IP de classe C, mais vous allez regarder sur Google, vous allez la retrouver assez facilement. Et puis après vous faites attention à l'IP. Si par exemple vous avez que la quatrième partie de l'IP, c'est-à-dire celle qui est tout à droite, ne fait que changer, ça sert à rien en fait. Il vaut mieux que ça soit sur deux ranges que cette IP de varier. Par exemple, je vais prendre un truc qui n'est pas du tout de classe C. Et si par exemple vous avez une IP qui est 1.1.1.1 et 1.1.1.2, ça sert à rien parce que c'est la même range. Par contre, si vous avez une IP qui pour un nom de domaine qui est 1.1.1.1 et l'autre qui est 1.1.2.1, là ça vaut le coup parce que c'est pas la même chose. Vous êtes plus sur la même range. C'est 4 classes, classe A, classe B, classe C, classe D, c'est les 4 chiffres. Et en plus les 4 sont différents et en plus on se rapproche c'est les 4 avec des différences, au mieux c'est. Mais puis c'est pas la puis après tu as aussi une consonance des sous-réseaux, etc. Voilà. Bon, ça plein de valeurs. Mais c'est pas le but de la phrase. Mais tu peux nuancer aussi parce que
quand tu vois tout le monde qui est sur Mutu aussi, c'est vrai qu'on peut aussi nuancer ce facteur, quoi. Exactement. Quand on va remonter un portail sur un DD expiré, je fais le truc globalement, on prend un thème optimisé, on reprend un contenu qualifié, ou on reprend le contenu qui existait avant, mais en le retravaillant, parce qu'il y a aussi des problèmes de droit d'auteur. Après, on peut faire les gros bourrins, et en se disant que l'auteur a disparu de la circulation, il ne viendra pas vous faire chier. Voilà. Sur le slide suivant. PBN ou pas PBN, moi ce que j'aime bien sur un PBN c'est la maîtrise du linking parce qu'on sait d'où ça vient et d'où ça part. Quand on fait un linking par exemple comme Mitsu indiqué tout à l'heure, on va faire des commentaires de blog, le blog il peut un jour disparaître et vous pouvez perdre un lien qui peut avoir une certaine importance dans votre stratégie. La maîtrise de l'heure de coucher aussi, c'est important parce que quand on fait du linking maîtrisé, on se prend plus la tête à se dire ah j'ai perdu mon lien, faut que j'aille le refaire. Enfin, je vais revenir sur un commentaire de violeur de cercle sur le fait que vaut mieux varier ses footprints que varier l'IP. Juste l'un n'empêche pas l'autre. Après moi je suis assez d'accord avec lui sur le fait que il y a les trucs en mutu, mais je pense que plus on fait en sorte d'être invisible, mieux c'est quoi. C'est parce que l'IP seul, peut-être ça posera jamais de problème, mais peut-être que s'il a déjà des ça peut mettre un flag de sélection. Un flag de sélection. Voilà, ça va. Exactement. Ok, cumuler un autre, là, ça risque de faire mal. Alors que individuellement. Ouais, ou même tout seul, ça peut ralentir, ça peut déjà ralentir. Tu sais, Google, c'est pas tout noir, tout blanc, hein, ça fait longtemps que c'est complexe. Ouais, c'est clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, le ping. Alors, effectivement, je me suis fait un peu. Voilà, je disais qu'ici, il faut. Alors, je vais prendre un truc, un test, un truc qui est tout con. Vous avez un WordPress. Vous faites un article, quand vous allez dans les paramétrages de WordPress, vous avez des services de ping qui sont déjà mis en place. Pour dire quelque chose, c'est que quand vous faites une publication avec une plateforme de type WordPress, votre WordPress, il va aller faire un ping sur les services qui vont dire à la SERP, bah tiens, regarde, là il y a un nouvel article. Bon, voilà, ça permet de dire au petit robot de tiens viens voir mon contenu et peut-être que potentiellement ça pourrait t'intéresser parce que mon contenu il est sympa. On part dans un monde rose hein, bien sûr et vas-y indexe-moi. Bon. Et puis après j'ai poussé un peu le truc un peu plus à l'extrême, je me suis dit mais si je peux pinguer un article, je peux pinguer encore autre chose. On peut aller pinguer, je sais pas moi, j'ai fait un tweet. Pourquoi je dirais pas le pinguer par exemple? Parce que sur le tweet, en général quand vous allez tweeter en tout cas moi c'est ce que je fais, quand je tweete je mets un lien vers mon contenu et pourquoi pas aller pinguer le tweet. Bon ça marche hein. Et après je me suis dit mais si ça marche pour Twitter ça doit marcher pour tout. Et donc ça marche vraiment pour tout. Et on le verra pour un peu plus tard, on peut aussi pinguer sitemap. On peut pinguer en fait comme je dis souvent en rigolant mais il faut pas oublier le mais. À consommer avec modération. Ouais, voilà. À consommer avec modération. Faut pas faire n'importe quoi, n'importe où, partout, ou des choses comme ça. Voilà. C'est-à-dire que moi, je vais vous dire clairement ce que je fais avec le ping. Hein. Quand j'ai créé un article, le ping il se fait automatiquement. Quand je mets à jour un article, je vais aller pinguer à la main sur les services quelques services que j'ai énoncés là. Quand je vois que l'article commence à, alors c'est pas à faire dans l'immédiat, mais au bout d'un mois, je reprends une quantité de liens que je dis, bah ça, j'aimerais bien que ça repasse un petit peu, ça renvoie un petit peu la sauce, donc j'ai les pingé. Donc, faut consommer ça, faut tester. C'est bien de laisser du temps, de voir lesquels s'indexent naturellement. Et ensuite, une fois qu'on voit parmi nos liens lesquels s'indexent naturellement, récupérer ceux qui s'indexent mal. Et ceux qui ont le plus de valeur, peut-être même pas tous, les pousser un peu avec quelques pings. Alors je racontais, alors je pense que Mitsu est assez au courant de ce que je faisais avec ça. En poussant le ping à l'extrême, j'ai réussi à indexer une page blanche en résultat numéro 1 sur un mot-clé, rien qu'avec du ping. Voilà. Bon après c'était juste pour test, ça fonctionne. Ça a fonctionné aussi sur, je m'étais positionné sur Jean Reno où j'étais 4e encore il n'y a pas longtemps qu'avec du ping. Bon, ça marche. Faut le dire, c'est que ça marche, mais comme disait
Le mot-clé, il est même pas, il est ni dans l'URL, ni dans le contenu de la page, que la page elle serait vraiment blanche. Et l'URL, je pourrais même pas la donner parce qu'elle est hors thématique et ça pourrait faire fuir beaucoup de gens. Pas de clocking. Il n'y a pas de clocking, il n'y a que dalle. Il y a vraiment que dalle, il y a que Ce qui m'échappait, c'est comment est-ce qu'il a attribué tel mot-clé à cette URL. Comment tu l'as entré? Parce qu'en fait, quand tu vas pinguer sur certains services, tu peux donner un mot-clé. Voilà. Et c'est en co-citation ou en encre? Alors ça, je peux... donc en fait, c'est du backlink. Ça va te faire du backlink sur le mot-clé juste avec un ping en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Bon, c'est une astuce, hein, comme toutes les autres. C'est pour ça que ça se consomme avec modération. Voilà. D'ailleurs, l'histoire de la page blanche est toujours d'actualité. Hein. Après, il y a un autre truc, c'est un post que j'avais fait sur mon blog, c'est les livres d'or. C'est très oldies. Je vois souvent sur les échanges de forums ou sur Skype, ils disaient ouais, mais la SEO des années 90, ça marche encore ou pas? Ou la SEO des années 2000, ça marche? Bah, faites des petites recherches par rapport à ce que j'ai indiqué là, et ça fonctionne. Hein. Là aussi, Mitsu, il a fait un test avec moi dessus. Pardon. On a fait des tests il y a pas avant le mois d'août dessus, on a eu des résultats très très impressionnants sur les livres d'or. On trouve des petites pépites sur le sujet et qui envoient vraiment. On avait d'ailleurs posé 2 là, non, sur le slide. Voilà, il y en a 2. Alors je les ai mis, je vous laisse chercher. Et donc des on fait des choses supérieures au CF. Le centre équestre, ça est rattaché directement à la fédération du bidet national. Là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est quoi la fédération? Ils ont beaucoup de référing domaine ou pas? Ils ont beaucoup de référing domaine. Vous savez s'ils ont beaucoup de référing domaine? Bah ça, je vous laisserai voir. Okay. Voilà. Qu'est-ce qu'on a après derrière? Il est là, Mitsu. On a des outils comme Magexis, Moz, SEMrush. On l'a perdu, je sais pas, on l'a perdu, il revient. Ah ok. C'est parce que là c'est plutôt lui qui allait parler de ça, c'est pour ça. Mais comme tu es quelqu'un de talentueux, on est dans la popularité, c'est justement. Oui, on t'entend. Justement, Majestic, SEMrush, Moz, c'est justement pour aller mesurer cette popularité, hein, d'accord. J'ai montré tout à l'heure rapidement. Majestic, c'est pour le Trust Flow Citation Flow. Alors je vais pas rentrer dans le détail. Le Moz, c'est pour le PADA. SEMrush, c'est pour d'autres métriques, par exemple les volumes de recherche, etc. Quoi. D'accord. J'ai voulu revenir là parce qu'il y a quand même un point commun entre tous ces trucs-là, c'est que on en est d'une certaine manière un peu esclave parce que là, tu pourras pas avoir de logiciel sur ta machine qui va crawler chaque matin tout le web pour te donner des infos, quoi. Donc, tu es obligé de passer par là, que ce soit par API ou pas. Et ouais, donc on va voir comment on peut essayer de récupérer leurs données sans trop payer. Donc voilà. Et tu vois là, Mitsu? Ouais, tu m'entends pas? Ah si, c'est bon, moi je passe à la dans le vide en fait. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, ok. Alors l'alternative du pauvre dans tout ça, hein, parce que c'est bizarre, il y a Jean-Pierre Foucault qui a refait l'apparition. Jean-Pierre Foucault il fait de grandes choses dans la SEO, hein, tu sais. L'appel à d'amis aussi, c'est toujours sympa. Toujours pareil, hein, pour suivre un peu la popularité de vos liens, etc. Mais des extractions faites par des copains gratuitement parce qu'ils ont des comptes déjà, c'est pas mal. Après, on peut se regrouper aussi pour acheter des comptes, etc. Une autre fois, on peut aussi passer par Fiverr. Enfin, il y a différentes solutions alternatives. L'échange de bons principes entre amis, c'est toujours très sympa. Parce que bon, on y trouve son compte, chacun y trouve son compte, et ça permet. Je vais dire un truc tout con, hein, mais quand on fait des échanges de bons principes, on se fait des potes, et puis les potes, ça ramène d'autres choses derrière, quoi. Voilà. Que les achats groupés, chacun utilise le service de son côté, c'est pas forcément dans mon cas et dans ma vision des choses constructif. Passer au suivant. Ouais, je pense. L'exploitation de liens, t'as mis un truc derrière, Mitsu, je me souviens plus. Ouais, alors donc en fait je vais vous faire trouver des liens c'est bien, et puis savoir les exploiter c'est mieux. Donc là je voulais faire un petit cas d'école avec Elcoton, histoire de montrer de montrer que ça vaut le coup de s'attarder sur des spots de liens plutôt que juste poster un lien et puis se barrer. Surtout qu'en plus quand vous lancez un site, si vous faites trop de liens, vous avez la menace typiquement de la sandbox. Donc plutôt que rien faire et attendre un peu pour poser d'autres liens, autant exploiter au maximum ce qu'on a.
Donc là ouais tu peux enchaîner. Oui, donc là on va voir le cas derrière. Donc Hello Cotton, hein, c'est un classique. Donc là tu commences par. Donc là oui, d'accord. Donc tu commences par la création du profil, voilà. Ouais. Donc la création de profil, donc là c'est le basique, je crée mon profil, je mets un lien, donc là sur Mixeo il y a un lien, une description à bateau. Alors Voilà, si ça c'est le truc pour basique. remettre dans la situation, le profil, je pense que tu l'as créé hier soir en plus. Ouais. On l'a fait hier Ouais, soir. Quand je dis j'ai hier fait soir, le c'était truc ce matin vers 1h du pour la matin. conf quoi. Ouais ouais. Ouais, pour la conf. Ouais, Ensuite, c'est je ça. me souviens que on était voir un autre profil sur Hello Cotton. Bah ouais, ça c'est un autre profil à moi du coup que j'avais en stock. Où là, donc c'est comment on exploite mieux le profil, c'est déjà en mettant, typiquement on peut très bien mettre un lien ancré, si on a envie, en titre de site pour l'avoir en lien ancré, justement. Donc mettre une description un peu plus sympa. Et donc le flux RSS, ça c'est super sympa parce que en injectant le flux RSS, ça crée des messages, et donc le titre de vos articles deviennent un lien et c'est du do-follow. Alors que si vous passez par la petite boîte de messages pour écrire directement, vous pouvez mettre des liens, mais ce sera en no-follow. Et donc la troisième étape, c'est exploiter le maillage. C'est ça. En fait, quand vous faites une page comme ça, là, vous êtes à la limite de la page orpheline, puisque vous êtes physiquement pas lié. Et donc, plus vous avez d'abonnés ou d'abonnements, parce que ça marche aussi, puisque Ça, je te coupe parce qu'il y a une question qui a été posée sur c'est quoi le do-follow et c'est quoi le no-follow. Alors, pour les vieux de la vieille, au tout début de l'Internet, un lien, ça veut dire quoi? C'est un petit robot qui arrive sur ton petit lien, il va suivre le lien, il va aller sur ta page, d'accord? C'est ce qu'on appelle do-follow, tout simplement. Et puis au fur et à mesure du temps, Google, ce vilain coquin, et tous les autres SERP, mais notamment là on va parler de Google, se sont dit ouais mais bon les liens de follow c'est gentil mais bon on en a un petit peu marre. Je te donne toi le webmaster l'opportunité de dire où tu vas envoyer l'information depuis ta page et tu peux rajouter dans ton lien le petit contexte no follow. C'est-à-dire que quand mon robot va arriver dessus, il va pas aller suivre le lien. Après, donc, c'est surtout le nofollow. D'ailleurs, si tu me permets, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est surtout que Google avait besoin de différencier le bon grain de livret, c'est-à-dire les liens apparus naturellement dans les articles, etc., faits par des personnes de confiance, les webmasters, etc., et les liens que les webmasters souhaitant obtenir des backlinks vont aller pouvoir se faire eux-mêmes sur des sites, d'où WordPress qui passe en nofollow par défaut, etc. Ou Wikipédia aussi pour les liens sortants, pour pas que pour rendre service à Google en fait, pour pas que les liens faits par les gens eux-mêmes volontairement ne soient comptabilisés. Et c'est pas intéressant du coup d'avoir des liens de follow. Enfin bref. Donc en gros, do follow c'est un lien qui suit et no follow c'est un lien qui suit pas. Après il y a des théories du chaos sur s'envoyer du jour. Non mais on va pas faire de digression parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais du coup, plus on a d'abonnements ou d'abonnés, plus on est ancré dans le maillage, plus on a une page forte et plus les liens qu'on envoie sont importants. Donc ça on peut l'automatiser avec une extension qui s'appelle iMacro qui permet de faire des macros. D'ailleurs c'est Jérôme sur le forum, donc c'est Jérôme Web son pseudo il me semble, qui a des macros toutes faites sur le forum, donc on vous invite à vous inscrire, mais sinon c'est pas bien compliqué de faire des macros pour s'abonner au plus de monde possible en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, une fois qu'on a exploité le maillage, tiens, c'est bizarre, il manque. On passe à l'étape 3 à 5. Ah ouais, mais ça c'est pas grave. Du coup, ok, on a fait un premier profil et puis là, moi je me dis, on n'a qu'à continuer et puis faire d'autres profils et puis faire d'autres liens. Et donc là, moi je conseille de changer d'IP parce que je me suis fait flaguer un réseau. Alors je sais pas si c'est l'IP ou c'est le fait que mes profils se mêlent entre eux. Bref. Du coup, vous pouvez utiliser Ola qui est une extension que beaucoup utilisent par exemple pour aller sur le Netflix américain. C'est un VPN gratuit. Et du coup, vous pouvez changer d'IP pour aller créer votre profil. Donc à noter que ça peut servir pour plein d'autres trucs en SEO du coup. Et surtout, vos différents profils, les lier pas entre eux. Parce que il y a quand même un peu de modération sur Hello Cotton, donc faire attention. Et Google profitez pour faire varier les encres. J'ai pas entendu. Et donc oui. Allô. Je disais Google le voit. Si tu mets tes profils entre eux à une trop forte densité, ça devient un item qui n'est pas habituel.
Donc ouais, vas-y. Donc pour le coup après, donc on passe sur le flux Quand RSS. c'est maîtrisé, ça peut être sympa aussi, hein, c'est pas toujours... Bon, ouais, On passe sur le flux Ouais, après, RSS. moi je risque pas, mais du coup, ouais, le flux RSS, le truc c'est que là, on dit c'est pour lier le même site. Donc est-ce que je vais le remettre avec les mêmes trucs et tout? Mais en fait, je peux faire autrement. Vas-y, tu peux Donc là passer c'est ton flux RSS à toi. Donc ça, c'est le vrai flux RSS. Et là, je me dis, et si je fais un faux flux RSS, et bien en titre d'article, je mets des mots-clés que je veux. Là, j'ai mis consultant SEO, demande de devis, blog SEO, c'est comme ça. En fait, je mets les angles que je veux. C'est un flux RSS complètement bidon. Donc que j'héberge à une autre URL, peu importe. Et du coup, tac, si tu passes à la slide, et du coup, donc à gauche, c'est le profil de base, et puis à droite, vous voyez que le faux flux RSS, il est pris sans problème, et que j'ai bien mes angles qui remontent. Alors si on veut, on peut faire un flux RSS plus compliqué, si on veut afficher des images pour avoir un truc plus naturel, plus sympa. Mais dans l'idée, c'est ça. Voilà. Et après, ce profil, on fait, c'est pareil, on s'abonne à plein de monde, et on peut faire ça sur pas mal de profils au final, je pense. Sympa. Il y a peut-être des trucs, des questions. C'était la dernière slide. Il nous reste Je pense qu'il y en a encore. petit 15 minutes, 10 minutes. moins. Non, mais il reste, après ça va vite. Bon, c'est des questions. Voilà. Hein. Quelques conseils. Donc ouais, là c'est un peu la conclusion du coup au début il vaut mieux faire les trucs soi-même, pas se noyer dans la donnée en voulant tout prendre. Et puis ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faire soi-même avant de vouloir automatiser, histoire de comprendre ce qu'on fait. Et je répète encore, franchement, apprendre les bases d'un langage pour au moins jouer avec curl ou faire 2-3 trucs avec une base de données, ça peut débloquer pas mal de situations, surtout si on n'a pas d'argent à investir pour acheter les produits qui vont. Mhm. Les bonus, Okay. parce que les cadeaux ça fait toujours plaisir. Je te laisse avancer là-dessus. Ouais. Ça m'a rappelé ma jeunesse avec la lessive Bonux. Tu sais, t'avais toujours un petit cadeau dedans. Et je faisais chier mes parents pour avoir le cadeau dedans. Alors premier cadeau, allez, c'est les NDD gratuits. Bah voilà, ça vous permettra d'avoir des noms de domaine au moindre coût. Juste le prix d'une binouse pour Mitsfeyer, merci. Le deuxième cadeau, c'est sans alcool, hein, bien sans alcool. Avec alcool s'il vous plaît. Le deuxième cadeau, les os gratuits. Donc là vous avez toute une liste, vous allez pouvoir faire des noms de domaine gratuits. Voilà. Toujours sympa. Troisième cadeau, parce qu'on aime donner des cadeaux, le Ghost de Sitemap, on en avait parlé au tout début. Là on va dire merci, on dit merci qui. Après vous avez la réponse que vous souhaitez, mais nous on dit merci Shutter. Ici, vous voyez bien que c'est les services de Google et vous allez pouvoir envoyer vos sitemaps en anonyme aux services Google et Bing. Voilà. Et on peut combler ça avec un petit ping aussi, à consommer avec modération. Voilà. Et on vous remercie si vous avez des questions. Donc, voilà. Merci à tout le monde, puis on espère que ça vous a plu. Et oui, juste une petite parenthèse, on va essayer de faire un petit site avec des bouts de code, des tableaux Excel qu'on a pu utiliser pour vous organiser tout ça et vous faire un petit site on vous passera sur le forum, Twitter, peu importe. Voilà. Alors moi j'ai un merci très particulier à faire parce que je l'avais évoqué en privé, mais je le dis de vive voix devant tout le monde. Merci à Mitsu pour la présentation parce que je pense qu'il y a beaucoup, ceux qui me connaissent un peu plus en intime savent que j'ai eu une situation un peu délicate depuis un mois. Mitsu a fait un énorme travail sur la présentation et m'a vraiment fait bouger mon cul à faire la présentation avec lui parce qu'à un bout d'un moment je me posais la question de la faire ou pas. Et je le remercie parce que je pense qu'au final on a réussi à produire quelque chose de très très sympa et j'espère que ça vous a plu, surtout ça. Merci beaucoup, c'était vraiment très bien. Merci. Un grand merci à vous. Les participants, n'hésitez pas à activer vos micros. Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment parce que je ne sais pas combien de temps il reste. En fait, ce serait sympa d'échanger un petit peu avec vous en direct. Donc voilà, on appelle à votre bonne volonté. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas sur une partie ou une autre. On a que des timides. Ouais, 99. S'ils sont timides, je sais pas, ils sont combien présents à 10 centimes par personne, on peut peut-être s'offrir une bière, non? Vous m'entendez?
Ouais, on Ouais, entend quelqu'un. Ouais. Faiblement, mais on t'entend. Ouais. Alors je vois des questions aussi sur le chat, mais vas-y. Ouais, je voulais demander si vous comptez ouvrir des formations SEO. Bah, il y en a une déjà, mais bon, c'est simplement moi, Walid et moi, Bigorneau et Shutter qui les proposons. Après, il y a Voilà. d'autres membres du labo qui sont amenés à en proposer bientôt. Et d'autres membres du forum, ben après c'est à eux de voir. Hein. Quand ils le souhaitent, si ça Il y a bien quelques mieux membres, je pense, qui font des formations. Tu peux trouver sur le forum, par exemple, je sais pas, j'ai formation Zeno Poster, donc c'est Oxys qui fait Il y ça. a Soul aussi qui peut faire. Nous, on fait une formation. Après, Mitsu et Earl, je sais pas, ça peut peut-être les brancher. Donc Je sais la pas, question s'adressait à eux, il me semble. faut qu'on voit. Je trouve. Ouais, moi c'est un truc qui me brancherait. Après, là il n'y a pas de, enfin, on n'a pas d'offre de formation définie. Défini, mais ça, je pense qu'on va en parler à Mitch et moi en off et éventuellement on fera quelque chose. Ok. Même après, si vous arrivez à avoir une vingtaine de clients, vous faites pas cher, ça vous ferait une belle petite somme quand même, quoi. Ouais, non, c'est sûr, ça peut être une idée après avoir la demande et tout. Mhm. Mais là, je t'avoue qu'on n'a pas du tout réfléchi à ça. En tout cas, si vous avez des suggestions, vous avez des besoins, ouais, n'hésitez pas à vous inscrire encore une fois sur le forum. Voilà, Mitsu sur le forum, c'est Mitsu. Earl, c'est Earl. Vous pouvez les contacter. Après voilà, Ouais, n'hésitez pas à nous contacter en direct s'il y a besoin de. Enfin, je sais pas. moi je réponds. Alors je vais vous dire quelque chose Question, de très particulier sur les MP sur le forum, je réponds très rarement en fait. Hein. Mais bon, vous pouvez toujours essayer. Entre Twitter, nos sites, enfin, sinon, nos sites, formulaire de contact. Oui, mais non, mais je parlais du forum, mais c'est vrai, vous avez vos comptes Twitter, vos sites, machin. En tout Twitter, cas, voilà, il nos y a pas Il y qu'un a moyen. 50 moyens de se contacter, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus, quoi. On arrivera toujours à se croiser quoi. D'autres questions éventuellement? Si, j'avais lu un truc, si on avait le temps de faire contenu soi-même ou pas. Il y a une Il y a question sur le ping qui est sur le passée. ping, ouais. Est-ce qu'on fait avec modération ou pas? Ben oui, jusqu'à où? Jusqu'à si tu pings systématiquement tous tes liens entrants, à mon avis, il y a des techniques de NCO qui permettent de précipiter des chutes, en tout cas avec le ping, et c'est quand même un signal particulier. Chaque ping est un signal, donc si tu les accumules trop, et sachant qu'en auto c'est très facile, c'est le backlink le plus facile à faire, ça peut aller très vite. Le problème c'est de ne pas reproduire des schémas, et dès que tu fais 1, 2, 3 tiers, on ressent vite les particularités de ce que tu as templétisé, quoi. Ça commence à Mais le vrai problème de cette question, c'est que la limite, enfin, en tout cas moi ça m'étonnerait que ce soit c'est pas une constante, donc c'est difficile de donner une réponse qui soit universelle là-dessus. Si tu fais des petites constructions ponctuelles, ça peut passer, ça peut être utile. Si tu systématises trop les choses, ça peut être dangereux. C'est comme le reste, hein, c'est comme les encres, c'est comme plein de choses. Oui, sûrement, probablement. Il y en a qui font des choses très dégueulasses, il y en a qui font des choses très salement. Il y a pas mal aussi, c'est GSA. Avec GSA, tu as 4 ou 5 types de plans backlinks qui reviennent à des pings ou des équivalents. Donc du coup, tu as toute une nuance un peu. Tu contrôles tous les paramètres. Donc c'est bien aussi de faire ces pings soi-même. Parce que les sites SAS, on ne sait pas trop quelles sont leurs recettes derrière, sur quoi ils vont publier, comment ils publient, etc. Il y en a qui sont... Sur les sites de ping, je ne sais pas, mais je pense que David C1, qui est sur le forum aussi, lui utilisé, enfin moi j'utilise pas. Ouais, Peut-être que lui il a quelque chose à dire, je pense qu'il les compare bien, c'est quelqu'un qui est capable de te dire en ce moment qu'est-ce qui marche pas. Il indexe des milliers, des centaines de milliers de pages très souvent, donc il connaît bien cette problématique. Voilà. David, c'est un sur le forum. Et puis tu posais la question sur les formations, le forum est un peu un espace de une sorte, un espace d'apprentissage aussi, et il y a pas mal d'auto-formation collective. Clairement. Excusez-moi, il y a une question que Pierrick a posée. Il demande si les hosts gratuits valent le coup et s'il n'y a pas de pub comme sur 00 WebHost. Le problème, il n'est pas des pubs, il n'y a pas de pub, mais le problème, c'est que, les serveurs sont lents, et surtout, 2, Google connaît les IP, et bon, c'est des IP qui sont facilement détectables, potentiellement pas très valorisants. Bon, après, c'est pour débuter, quoi. C'est pour tester une niche. Pour du networking, pour faire des tiers, oui, ça passe. C'est pas la meilleure option. C'est déjà bien. Un domaine sur WebHost, par exemple, tu peux prendre leur hébergement, mais mettre ton propre domaine. Alors, tu auras quand même leur IP, mais il me semble que c'est un petit peu mieux que leur sous-domaine, de domaine eux aussi flagués, tu vois.
Alors il y a un truc que moi j'ai pas testé suffisamment, je sais pas ce qu'en pensent les participants ici. Le AppSpot pour héberger ses propres. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, il y a des IP gratuites, il y a pas mal de plans hébergement gratuits. Intéressant. Je suis pas de retour là. Il y a Jean-Benoît, un TKNSU qui parlait du App Engine aussi. Il y a pas mal de choses. AppSpot, c'était voilà, App Engine en fait. Ah, tu parlais de ça, ok. Ouais, je voulais dire App Engine, j'ai mal. Ouais. Moi j'ai une petite question aussi, si c'est possible. Oui, bien sûr. Non, c'est pas possible. Toi, non. Bon, moi je vais repartir alors. Vas-y, pose ta question. Vous avez parlé de PBN. Pour les PBN, donc on parle d'IP, etc. Mais est-ce que, par exemple, si j'ai un... Vous avez parlé aussi de 2.0, donc se mettre sur le sous-domaine de WordPress. Ouais. Est-ce que se baser sur son sous-domaine avec des IP différentes, c'est considéré comme un nouveau site? C'est une IP aussi, justement, sûrement le domaine aussi est connu, et disons que là, par contre, c'est pas forcément dévalorisant. Ça peut même avoir certains intérêts. Mais c'est comme ça n'a pas une certaine puissance, voilà, ça reste, c'est temporisé quoi, par Google, c'est pas non plus comme si tu restes un peu un sous-domaine orphelin quoi. On parle parfois de page orpheline, là c'est un peu des sous-domaines orphelins, donc il n'y en a pas la tu profites pas. Yelji qui avait posé une question tout à l'heure et je l'ai pas retransmise parce que je pensais que vous alliez en parler plus tard. Et le WHOIS, donc dans quelle proportion on doit se préoccuper du WHOIS, à votre avis? Je vais demander une précision sur la question. Le WHOIS, tu veux l'utiliser dans quel but? Mais le WHOIS, tu veux l'utiliser dans quel but? C'est ce domaine, le WHOIS qui est associé à chaque domaine que tu enregistres. Le WHOIS qui est associé à chaque domaine, donc dans le cas, si j'ai bien compris la question, dans le cadre d'un PBN. D'accord, parce que moi je pensais que c'était dans la stratégie de linking, je pensais qu'il posait la question sur le WHOIS. Bon. Non. Pour rester discret en fait, c'était par souci de discrétion. Moi ce que j'en pense, c'est que si on veut être discret, ouais, autant faire le truc anonyme. Et mais après, tant qu'on cherche pas à se cacher, autant mettre son vrai nom et tout, je pense. Il y a le fake aussi entre les deux. Alors personnellement, c'est vrai, ouais. Le fake c'est peut-être le anonyme effectivement. Alors, personnellement, moi, j'ai pas d'expérience sur le WHOIS parce que bon là, moi, j'ai très peu de sites et je fais pas le bourrin derrière non plus à perpète les bains. Le WHOIS, moi, j'utilise autre chose. C'est pour ça que je demandais une précision sur la question. Il y a certains services de WHOIS et je pense que tout le monde doit connaître ça. Hein, c'est un basique. Il y a certains services de WHOIS qui vous laissent votre lien. Vous allez faire votre recherche WHOIS, il va vous créer un lien dofollow et ça dure un mois, une semaine, quelques jours. Et ça envoie la pâtée du nom de domaine direct. Ok. Ouais. Alors, juste pour réagir par rapport. C'est juste pour ça que je posais la question. Bon, après, peut-être que j'extrapole un peu sur autre chose. Il y a aussi une réalité. Google, je crois, n'interdit pas formellement de lier ses propres sites entre eux, parce que la question a déjà été posée par. Ça dépend si tu exagères. On va imaginer, je sais pas moi, un grand groupe qui a plusieurs sites. On voit très souvent les liens vers les sites du même groupe. Donc c'est pas forcément donc ça peut attirer l'attention, mais voilà, ça va pas forcément passer un mauvais signal. Donc après effectivement. C'est pour ça que je disais que si c'est assumé, ça sert à rien de se cacher. C'est bien d'assumer, après ça dépend, t'as peut-être intérêt de te cacher si tu fais des trucs vraiment crades ou vraiment. Ouais, mais ça dépend. Là, dans le cas de tu fais des sites officiels pour une marque et tout, derrière c'est le blog officiel. Enfin, de toute manière, à la base tu te caches pas, donc il n'y a pas de raison que tu te caches dans le WHOIS. Tu suis la même logique, je pense. Après, moi, par contre, le faux nom, enfin, j'ai jamais fait, mais j'ai toujours peur que, je sais pas, le Registar il me fasse sauter parce qu'il se rende compte parce que je crois que ils sont en droit de te faire sauter un domaine si tu mets un faux nom. Ouais, de temps en temps, ils demandent des vérifications, mais ça reste très rare. Enfin, je suis d'accord avec toi, ça dépend comment tu te comportes sur le Registar aussi. Je pense. Même s'il pénalise pas forcément, il doit y avoir une petite pondération. Enfin, on peut imaginer qu'il y ait une pondération du poids du lien quand voilà, ça vient d'un même oui, bien sûr. Site qui ont le même propriétaire. Effectivement, on peut l'imaginer. Mais après, ça peut être une contrainte qu'on accepte volontiers, juste pour avoir le confort
d'assumer, tu vois, cette relation entre tes sites, et ça dépend combien t'en as. Je pense que 30 sites en footer, effectivement, ça va pas le faire. Il est 13h, on va devoir couper.